Mais fais-le moi en vrai, tiens, pour voir. Ouais, je dois dire quoi? Bah, je sais pas, fais-moi par exemple Welcome Aboard, This Fly to Los Angeles. Tu sais qu'une fois j'ai fait une annonce de bord et je me suis planté au niveau de la destination, je t'avais dit ça? Mais non. Ouais, je te jure. Ouais. C'est énorme. C'était chez Thomas Cook et en fait, tu vois, me voilà en train de faire l'annonce et de dire voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce vol à destination de Palma. Ouais. Et en fait, on allait à Las Palmas, mais je le savais, mais c'est juste que tu vois, j'étais distrait. Et là, les hôtesses rentrent dans le poste et disent Renaud, tu t'es planté par rapport à la destination. Et là, il y a tous les passagers qui se lèvent parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le mauvais avion, tu vois. Je te dis pas le bazar. C'est énorme. J'ai dû reprendre le truc et dire voilà. Welcome to This Fly to Marchand Famenne. C'était vraiment la loose. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pause café. J'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées de votre côté, aussi bien le réveillon que le jour de Noël. Là, on est juste à quelques jours du réveillon du Nouvel An et on s'est dit que cette période entre Noël et Nouvel An, c'était le bon moment pour peut-être prendre un petit peu de la hauteur, quoi, hein, et avant d'arriver avec des nouvelles idées, des nouvelles envies pour ce début d'année. Prendre un petit peu de hauteur, c'est pas bête. Et on s'est dit, on va demander à un professionnel, un gars qui est en hauteur en permanence, de nous aider. Et c'est pour ça que je suis ravi de vous présenter en fait un pote qui est pilote de ligne. C'est Renaud qui est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour à tous, ravi de te revoir. Super chouette d'être ici. À fond, ouais, parce qu'il faut savoir que l'histoire est un peu rigolote. Je vais peut-être commencer par ça, par expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. Ouais, c'est super drôle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je fais de la radio sur une radio belge il y a quelques années. Il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a 12 ans, je crois. Il y a 12 ans. C'est Radio Contact en fait en Belgique et je fais une émission du soir. Et c'est une espèce de libre antenne, si vous voulez, donc où on fait participer les auditeurs. Et je demande en fait aux auditeurs, tiens, quel a été le moment le plus top de votre journée? Venez me le raconter. Et bon, il faut savoir que je suis beaucoup passionné d'aviation. Ouais. Et puis je vois en fait un message d'un gars qui s'appelle Renaud qui dit voilà, moi je viens d'aller passer des tests pour peut-être trouver mon premier emploi en tant que pilote de ligne. C'est trop la fête. Donc du coup, forcément, j'appelle Renaud. Tu es passé sur antenne. Je m'y attendais pas du tout. Et puis, téléphone a sonné tout de suite. Et puis on est resté en contact. C'est ça. L'idée alors de cette pause café, elle est très simple. On va parler forcément du métier de pilote. On va parler de ton parcours, savoir un petit peu comment on fait pour devenir pilote de ligne, quelles sont les difficultés, quelles sont les bonnes filières peut-être aussi. Il y a peut-être des gens qui nous suivent et qui vont avoir envie de le faire. Juste. Pour préciser aux gens, on n'est pas dans un vrai avion en fait ici, hein. On est dans un simulateur. On est où là, Renaud? Là, on est dans un simulateur d'Airbus 330 à Bruxelles, dans l'école de pilotage CAE. Ouais. Et on est en train de faire des circuits d'attente au-dessus de Ostende. C'est ce que tu vois par la fenêtre. Mais on a fuel illimité, hein, voilà. C'est un peu comme les jeux vidéo, donc c'est bien. On va pas tomber du ciel. Tout va bien. Alors, il faut savoir que Renaud a ceci de très particulier, c'est que certes, il est pilote de ligne, mais il pilote en fait le plus gros avion commercial au monde, c'est l'Airbus A380. Tout à fait. Ça c'est quand même assez fou. Ça fait combien de temps que tu es copilote là-bas? Ouais, ça fait dans la compagnie où je travaille pour le moment, ça fait presque 10 ans que je travaille. Ouais. Mais sur 380, ça fait 2 années déjà. Ça fait 2 ans. Ouais. Ok, il va falloir que tu nous racontes tout ça. C'est une super machine. Juste avant qu'on commence, bon anniversaire. Ah merci. C'était hier. Donc, et alors, en plus de ça, celui-là va devenir papa dans quelques semaines. Ouais. Ça va bien changer ta vie. La plus grosse responsabilité arrive. Ah oui, ça effectivement. Je me demande si tu vas faire beaucoup de checklists par rapport à tout ça. On va commencer par ton parcours. Alors, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres qui pilotent, toi au départ, tu n'as pas une affinité particulière pour l'aviation. Ouais, tout à fait. Tu es en secondaire, tu arrives à la fin de ton secondaire et tu sais pas quoi faire. C'est ça. Tu as un frère qui est plus jeune que toi. Oui, 5 ans au moins. Et ton papa rentre à un moment donné à la maison et il tend un Flyers de la Luxair. C'est ça. À ton frère. Exactement. Et toi, tu le chopes. Ouais. Il disait quoi ce Flyers? Bah en fait c'était super drôle parce que donc papa comme tu dis ramène un flyer parce que donc à ce moment-là Gaël donc mon frère était en train de chercher un petit peu voir ce qu'il allait faire de sa vie, tu vois, il était en fin de secondaire donc c'est le moment de trouver un petit peu ce qu'on fait. C'est vrai. Et donc moi j'étais déjà engagé dans des études de sciences éco. Okay. Donc j'étais déjà occupé à faire des études supérieures et alors là papa ramène ce flyer de Luxair qui dit voilà on paye la formation à de futurs pilotes donc on leur prend en charge leur formation et on recrute.
Et moi, comme tu dis, j'intercepte le flyer et je me dis, mais en fait, c'est vraiment cool ça. Tu vois. Donc, revirement total de situation, en fait. Ouais. C'est une formation payée. Oui. Et alors, comment ça se passe en fait? Tu vas commencer par quoi? En aviation, il y a différents, oserais-je dire, grades. Oui. On commence par ce qu'on appelle le PPL, Oui. la licence de pilote privé. C'est ça, ouais. On vole généralement, on a la qualification pour un single engine piston. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, globalement, c'est un moteur inhélice, quoi. On va faire simple. Petit avion de loisir, ouais. Et tu fais ça où? Donc alors ça, juste pour revenir en arrière, là au moment où j'intercepte le flyer de mon père, j'ai 0 expérience de vol. Donc je suis complètement, comment dire, je connais pas l'aviation, c'est pas mon truc, c'est pas mon industrie du tout. C'est énorme. Donc en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'en réto, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Ouais. Et donc je me suis dit, ben en fait, je sais ce que je veux pas faire, tu vois. Je veux pas être médecin, je veux pas être vétérinaire, tu vois. C'est déjà pas mal de savoir ce que tu veux pas faire. Voilà. Et puis je me suis dit, je vais me lancer dans un truc qui ouvre un maximum de portes. Ouais. Et donc je me suis lancé dans une licence de sciences éco avec option management, enfin tu vois, quelque chose d'assez large en fait. Et je me dis, comme ça ouvre beaucoup de portes. Mais là j'avais toujours rien d'aviation en moi, tu vois, c'était pas du tout mon truc. Enfin voilà, c'était pas encore sur mon chemin, tu vois. Ouais. Et alors là, donc je reçois le flyer que mon père donne à Gaël. Je l'intercepte et je m'inscris aux sélections de Luxair. Les sélections de Luxair que j'arrive presque à la fin, mais je suis pas retenu tout à la fin parce qu'ils me disent mais en fait c'est quoi ce revirement à 180 degrés? Pourquoi vous voulez être pilote, monsieur? Bah ouais, qu'est-ce que vous foutez en fac de sciences éco si vous voulez être pilote, quoi, tu vois? Et donc voilà. Mais donc ça avait planté la graine en fait de l'aviation, tu vois. Et donc à partir de là, moi je commence à m'intéresser à l'aviation, je lis plein de trucs sur l'aviation, je commence avec Flight Simulator, je fais des vols monomoteurs dont tu viens de parler à Charleroi, avec un gars super sympa qui est maintenant commandant de bord chez Air France, donc on se lie d'amitié, donc c'est vraiment trop cool. Et puis commence à évoluer. En fait là je me suis dit bah en fait j'ai trouvé ma voie. Seulement, je suis encore en master de sciences éco et je suis presque à la fin. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer d'achever. Mais alors par contre, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me dis, je vais essayer de faire en sorte que cette fin de master, d'une manière ou d'une autre, se lie à l'aviation. Et donc, je rends un mémoire en dernière année de master de sciences éco qui est un sujet par rapport à l'aviation, donc j'ai galéré, j'ai dû convaincre le recteur de la faculté de l'accepter, ça a été une galère totale, j'ai dû trouver un promoteur pour le mémoire, ça a été super compliqué parce que personne voulait de ce sujet, enfin c'était complètement à côté de la plaque, enfin tu vois. Le promoteur décède en plus, je te jure, vraiment, manque de bol. Donc en fait je trouve un promoteur après avoir vraiment galéré. Ce pauvre homme décède en cours de mémoire, donc je dois retrouver quelqu'un d'autre. Donc bref, une aventure totale. Et alors je rends mon mémoire sur la pensée banale et résiliente en aviation. Donc c'est un sujet psychologique lié à l'aviation. Ça me permet de rencontrer plein de gens dans l'aviation. Donc j'interviewe des pilotes. J'ai même interviewé l'ancien pilote privé de Mobutu. Enfin, j'ai rencontré des gens complètement incroyables. Ouais, c'était trop chouette. Et je rends le mémoire en anglais parce que je me rends bien compte que pour être pilote, il faut parler anglais de manière complètement bilingue. Tiens, dis, justement, par rapport à ça, on dit toujours qu'il faut vraiment connaître l'anglais quand on veut faire l'aviation, mais l'anglais de l'aviation est un anglais finalement assez technique. Hein, on parle le plus court possible, on va right to the point. Exactly, very good. Je t'en prie. Mais par contre, à côté de ça, l'anglais de la vie de tous les jours, tu dois vraiment pouvoir le maîtriser, tu dois être fluent en anglais, c'est vrai ça? Oui, absolument. Donc les raisons sont multiples en fait. Donc la première raison, c'est que tous les manuels d'utilisation des avions, donc c'est comment on utilise ce cockpit, bah, tout est rédigé en anglais déjà. Donc tu as des blogs de milliers de pages et tout est écrit en anglais, il n'y a rien en français ou en néerlandais, enfin c'est l'anglais. Pour apprendre à piloter, les formations de pilote de ligne, elles se font en anglais, donc de A à Z. D'ailleurs ici, l'école envoie ses élèves à Phoenix en Arizona pour l'apprentissage du vol pratique. Donc il parle anglais là-bas. Il parle anglais aux États-Unis, avec un accent américain, mais il parle anglais. Voilà. Sure, absolutely. Ils sont pas faciles à comprendre tout le temps. Tu m'étonnes. Et alors, et puis aussi, plus tard, tu sais pas si tu vas pas te retrouver pilote à Dubaï ou pilote aux États-Unis pour une compagnie américaine, tu sais pas en fait. Donc c'est pour élargir à la fois l'horizon d'emploi des pilotes et aussi faire en sorte qu'ils puissent étudier de manière sereine. Il faut vraiment être bon en anglais, quoi. Je reviens à ton parcours. Donc tu termines ton master en sciences éco. Tu fais ton mémoire dans le domaine finalement de la psychologie et de l'aviation. La galère totale, ouais. Mais par contre, il y a un truc qui est assez fou, c'est que en fait Renault se dit, à un moment donné, il se dit oui mais l'aviation c'est quand même beaucoup de maths, beaucoup de physique. Et fondamentalement, j'en ai peut-être pas assez ou j'ai pas les maths exactement qu'il faut en éco pour pouvoir
prétendre faire des scores quand je vais passer des sélections dans une compagnie ou que sais-je. Exactement. Et donc, ce que tu vas faire, ça c'est fou, c'est que tu vas faire en parallèle, en fait, tu vas aller suivre des cours dans une autre fac, dans une fac de médecine. C'est ça, moi qui voulais pas être docteur, me voilà en première année de fac de médecine. C'est merveilleux. Tout va bien. C'est merveilleux. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait en sciences éco, on a des maths, etc. On n'a pas de physique. Hein. En sciences éco, t'as pas chimie, physique, etc. Oui, oui. Mais dans la sélection pour devenir pilote de ligne dans une école, Ouais. là c'est vachement basé sur les maths et la physique en fait, parce que Ok. les cours d'aviation, c'est de l'aérodynamique, de la météorologie, de la performance et tout ça, c'est maths et physique en fait. Ouais. Et je me dis, moi en sciences éco, j'ai pas du tout le bagage. Et donc effectivement, je m'inscris, je vais voir le recteur de la fac de médecine et je lui dis, est-ce que je peux suivre vos cours en élève libre? En élève Il me dit, libre. mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Enfin, vous Ouais, êtes en ouais. dernière année de master en sciences éco, vous voulez devenir pilote et vous vous inscrivez à la fac de médecine, qu'est-ce qui se passe C'est- quoi? Alors ouais, je lui ouais. explique mon projet, enfin voilà, et il accepte et donc je me retrouve en première candie médecine à suivre les cours de physique et de maths. Ça, c'est comme... Est-ce que ça t'a vraiment aidé Oui, dans ton oui, oui, parcours, ça vraiment. Ah, Ouais. oui, oui. Ah oui, sans ça, j'aurais pas réussi la sélection, ça c'est certain. Et donc, tu termines tes études. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait? T'as quel âge, là? T'as 21 ans? Non, non, plus, hein, parce que c'est un master, donc j'ai 23 ans, 23 ans et demi en fait. Ok. Et alors là, ben, je rends mon mémoire, et en même temps que je rends mon mémoire et que je le défends au mois de juin, ça devait être quoi, 2010, Ouais. je passe mes sélections exactement au même moment pour intégrer l'école de pilotage ici. Donc Ok. je fais tout en parallèle, quoi. Je fais donc la fac de médecine, je fais le mémoire et je fais la sélection ici, que je réussis bien heureusement, et je commence ma formation pilote de ligne directement 2 mois plus tard en septembre. Ça, c'est dingue. Ouais. Et donc, à ce moment-là, t'as déjà ton PPL ou pas? Non, j'avais fait des vols monomoteurs, mais j'avais pas été jusqu'au PPL. Donc, en fait, le parcours, pour être très, 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 très simple, l'idée, c'est quoi? Tu commences, en fait, par... C'est quoi? C'est 45 heures de mémoire de théorie, Ouais. puis tu as de la pratique. Ça c'est pour le PPL, ouais. Ça, c'est pour Ouais, le tout à fait. PPL. Ouais. C'est les petits avions, quoi, on va dire Ouais. ça comme ça, les petits Cessna, etc. C'est ça. Et puis après, il y a une autre licence à passer qui est la licence de pilote commercial, le CPL. Le CPL, ouais. Et ça, tu vas le faire en fait à Phoenix. C'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, la différence entre le PPL et le CPL, c'est quoi? C'est que tu vas. Ben en fait, donc le CPL, c'est vraiment une licence qui te permet de piloter à des fins commerciales, c'est-à-dire d'être rémunéré pour tes services de pilotage. C'est tu pas vois. mal, c'est une bonne Alors, idée. Ça. ah bah oui, il faut bien en vivre à un moment donné, tu vois. Ça coûte un peu hein, de Oh piloter la quand vache, même, hein. ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Tiens, c'est marrant parce que donc on est ici, c'est super drôle. Tu l'as dit tout à l'heure, mais t'as mis en fait un setup où l'avion tourne en rond. Ben, on a le jour qui se lève. Ouais, c'est chouette, hein. C'est super chouette. C'est assez sympa. C'est vraiment assez sympa. Et donc, après arrive la partie dite ATPL, Oui, qui va te permettre d'être pilote de ligne. c'est ça. Ça Ouais. se fait aussi à Phoenix. Non, alors en fait, la manière dont la formation est structurée, si tu veux, tu vas voir, c'est ça qui rend aussi les formations pilote de ligne difficiles, c'est que tu commences par la théorie, et que la théorie. Donc ça veut dire que pendant la première année d'études, tu vois pas un avion. Donc Ah tu oui. sais pas exactement les implications pratiques de ce que tu étudies, et ça c'est pas facile. Ouais, ouais. Et donc tu étudies pendant 12 mois à fond, les cours c'est météo, aérodynamique, performance, communication radio avec le contrôle aérien, enfin tu vois, Ouais, tu as ouais, 14 cours, 14 sujets. Pour les réussir, il faut 75%, pardon, on est en Ouais. Belgique. Je deviens français. Il se la joue français, 75 maintenant. Ouais. Donc il faut 75%, tu vois, Ouais. pas comme à la fac où il faut 50%. Ce qui est logique parce que je dis toujours, tu sais, tu montes dans un avion et le commandant de bord il dit je connais que la moitié de l'avion mais j'ai réussi mon examen. Je suis pas sûr que tu serais super enchanté, tu vois. Vaut mieux Donc, pas le savoir. Voilà, donc 75% c'est le minimum. Ok. Ouais. Et donc une fois que tu as réussi la théorie, alors là tu es invité en formation pratique et tu pars effectivement aux États-Unis pour apprendre à voler, mais d'un niveau zéro quoi. Attends, ça doit comme être un moment dans ta vie qui est dingue. C'est génial, Quand ouais. tu te barres aux États-Unis Ouais, trop bien. pour aller voler. C'était génial. Et comment, alors c'est une question, mais comment ça se passe au niveau du contrôle aérien justement? On en parlait il y a un instant avec, Mhm. avec l'anglais américain. Ouais, c'est dur. On sait qu'il bouffe un peu les mots. Ouais, ouais. Tu dois être flippé complet les premières fois que tu super voles. dur, ouais. Ouais. Franchement, c'est super dur. Et alors, en fait, d'abord, tu as des briefings. Enfin, pardon, l'école, tu vois, t'apprends un petit peu. Ouais. Enfin, elle te dit, voilà, le contrôle aérien, il parle comme. Enfin, t'es quand même briefé. T'arrives pas complètement nu, tu vois, dans Ouais. le bazar. Mais par contre, ouais, il t'envoie et t'as pas de deuxième chance. Enfin, t'y vas directement. Et effectivement, l'aéroport où on apprend à voler, c'est Falcon Field, c'est à Phoenix, à l'est de Phoenix, et c'est l'aéroport d'aviation générale le plus densément peuplé en trafic, je vais dire, des États-Unis. Donc c'est un peu Charles de Gaulle version avion monomoteur, tu vois. Tu sais que je me demande si il y a ce fameux simulateur, Flight Simulator, je me demande en fait si les anciennes versions partaient pas en fait de Falcon Field. Ah, c'est bien possible. Ouais, Ouais, c'est c'est tout drôle. à fait possible. Mais c'est un gros aéroport en fait, avec 2 pistes, avec 2 tours de contrôle, donc t'es vraiment directement dans le bain. Ouais. Et les Américains, les contrôleurs, ils vont pas faire d'efforts pour toi par rapport à l'accent, tu vois. Ils parlent aussi vite avec toi qu'avec un local. Et donc
c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Tu as intérêt à suivre. Donc, ouais, Tu es directement dans le bain. complètement. Et donc, tu fais ta formation, et puis qu'est-ce qui se passe en fait? À un moment donné, on te dit ok, tu as ta. Alors, c'est pas la qualification, on va dire tu as ton diplôme, Ouais, c'est des licences de vol, en ta fait, licence que de vol. t'obtiens. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, tu dois trouver un employeur. Ouais. Et là, en fait, tu vas avoir ta qualif, donc certains sur Boeing, d'autres sur Airbus, Oui. ou d'autres sur Embraer, ou que Oui, sais-je. ouais. Mais ça, quelque part, qui paye ça? C'est la compagnie qui paye ça ou c'est toi qui paye ça? Ça dépend. Ah. En fait, typiquement, donc, ce que tu vas faire, c'est que quand tu termines ta formation pilote de ligne, tu dois trouver un job vite. Parce que si tu ne trouves pas un job rapidement, tu vas un peu perdre, tu vois, tes aptitudes. Tu vois, enfin, je veux dire, Tes habilités, quoi. voler, c'est pas comme faire du vélo. Enfin, si tu le pratiques pas régulièrement, ça se perd, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, vraiment, tu dois vraiment trouver un job rapidement. Donc, tu as vraiment une pression par rapport à ça. Tu vas vraiment envoyer ton CV à tous les employeurs. Moi, j'ai envoyé des CV à des employeurs aux Maldives pour faire de l'hydravion et tout ça. Sympa. C'est sympa, mais j'ai vraiment ratissé large, quoi, tu vois. Je me suis pas dit, voilà. Donc, et là, t'espères qu'une compagnie aérienne t'appelle. Oui. Et moi, ça a été le cas de 2 compagnies, en fait. Donc, une compagnie low cost espagnole et Thomas Cook. Et donc, en fonction de la compagnie et de la politique de recrutement, soit ils payent la fameuse qualification type et en contrepartie, ils te demandent de rester un certain nombre d'années au sein de la compagnie. C'est le deal. Ça, voilà, ce qui est logique, en fait. Hein, ils investissent en toi, donc voilà. Bien sûr. Soit, alternativement, c'est toi qui payes la qualification type. Ouais. Mais alors là c'est, ouais, financièrement, c'est un gros montant à redépenser. On parle de 25-30 000 euros, hein, donc c'est pas quelques centaines Pour la d'euros. qualif. Ouais, pour la QT, donc c'est cher. Oui. Là, en contrepartie, tu peux partir dès que tu veux, quoi. Mais bon, tu vois. Tiens, justement, tant qu'on est à parler de sous, Ouais. la formation complète. Mhm. Donc quand je dis complète, c'est je suis jamais monté dans un avion, jamais rien piloté, jusqu'au moment où j'ai la TPL, Ouais. en considérant même la notion de la qualif ici des 25 000 euros de la qualif, imaginons à 3,20. Ouais. C'est quoi? C'est quel budget? C'est aux alentours de combien? Tu serais étonné, c'est plus de 100 000 euros en fait. Donc, ouais, donc la formation initiale dans une école de pilotage comme ici, c'est environ 100 000 euros. Et tu rajoutes la QT, peut-être que tu vas devoir payer, ça va te faire un budget global de 125 130 000 euros. Et tu n'as pas encore forcément ni le logement, tu n'as certainement pas la nourriture. Voilà, donc c'est un budget extrêmement conséquent. Mais donc ça veut dire que tu commences ta vie, à moins d'avoir éventuellement, pour une raison X ou Y, familiale ou que sais-je, machin, les fonds, le patrimoine pour le faire. Mais sans ça, tu démarres en fait ta vie avec une dette. Une énorme dette, ouais, tout à fait. Un peu comme les Américains qui font l'UNIF et qui généralement financent leurs études. Exactement. Et donc ça veut dire qu'il faut généralement, en moyenne, quand tu étais étudiant, entre étudiants, vous vous dites qu'il faut combien de temps pour rembourser tout ça? En général, les étudiants, je pense qu'ils font des prêts sur une dizaine d'années. C'est 10 ans? Ouais. Et tu rembourses environ 900, 1000, 1100 euros par mois, donc c'est conséquent. Hein. Quand j'ai commencé à être pilote de ligne, j'étais pas du tout le roi du pétrole, hein, franchement, tu vois ce que je veux dire. Et ça, on va en parler tout à l'heure, notamment avec les compagnies low cost où tout à fait. Où il y a des avantages et des inconvénients. On en parlera tout à l'heure. C'est conséquent. Hein. Je me rappelle encore le jour où j'ai été voir mon banquier pour dire il me faut un prêt de 100 000 euros, j'ai pas de job garanti et si je rate ma formation en cours de route, j'ai tout perdu. Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a dit je sais pas si ça va passer. Quoi. Je me demande sur base de quoi en fait il t'octroie le prêt. C'est parce que tu avais des garanties ou ce genre de choses? Alors les parents doivent être collatéral de l'emprunt, donc c'est une grosse discussion à prendre en famille parce que bon, tu mets quelque part. C'est une décision collégiale en fait. Ah ouais, c'est ça. Parce que tu mets, tu sais, ils peuvent tout aussi bien prendre une hypothèque sur la maison de tes parents et tout. Enfin, ça va loin, quoi, tu vois. C'est dur. Hein. Le début dans l'aviation, c'est pas facile. Et tu vois, je me dis, c'est marrant parce qu'en fait, là, je m'écarte un tout petit peu vraiment de l'aviation en tant que telle, mais faut imaginer que ça met quand même une méchante pression sur tes épaules. Ah ouais. Quand tu démarres le truc, où tu te dis en fait, les parents sont. Enfin, la maison des parents est hypothéquée, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais. Enfin, t'imagines, et si après tu trouves pas de job, t'es mal, quoi. Mais exactement. C'est ça que la pression vient vraiment de là, en fait. Hein. Donc, t'as la pression de réussir tes études. Parce qu'à l'époque où moi j'étais aux études, si je ratais, je perdais tout. Maintenant, il y a une assurance. En fait, les élèves qui sont ici ont une assurance qui fait que s'ils ratent par manque d'aptitude, ils sont remboursés en grande partie. Ça. Donc au moins, il y a déjà ça. Mais il faut payer la prime. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a ça. Et puis après, trouver un job, quoi, commencer à être solvable parce que tes remboursements mensuels, ils commencent à tomber tous les mois. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'était super chaud. Il y a, à propos d'argent, si tu me l'autorises, enfin tu me l'as autorisé avant qu'on démarre, mais il y a cette histoire qui est juste merveilleuse, je trouve. Tu commences en fait à voler pour Volotea. Oui. C'est là qu'on se rencontre, à la radio. C'est là qu'on se rencontre. Et en fait, là, tu vas voler sur un Boeing 717. C'est ça. Et donc, comme on l'a dit, en fait, quand on est engagé par une compagnie comme ça, il faut faire la qualification sur l'appareil. Ouais. Sauf que Volotea
ne paye pas en fait la qualification. Donc c'est toi qui dois la payer. C'est ça. Et en fait, c'est ta grand-mère. C'est ça, ouais. Ça, c'est fou. C'est ma grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a dit je te paye ça? Bah, je lui ai remboursé, hein, mais elle m'a avancé l'argent en fait. Parce qu'évidemment, tu vois, à ce moment-là. On peut dire le montant? West, je sais plus exactement, mais je crois, si je me souviens bien, c'est 22 000 €, je crois, un truc comme ça. 22 000 €, ouais, c'est quand même c'est de l'argent. C'est énorme. Hein. Ouais, maintenant c'est encore plus cher. Et encore, c'était un type rating 717, c'est un avion qui n'est pas ultra utilisé, donc la valeur du type rating est moindre. Si ça avait été 320, là tu es à 30 000 € en fait. Hein. Mais alors je me demande la tête de sa grand-mère quand 7 mois après il lui dit tu sais quoi, je quitte Volotea et je vais aller voler sur un A320 chez Thomas Cook. La pauvre, elle a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait mon petit-fils? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et donc te voilà chez... Bah, on peut en parler de Thomas Cook. Oui, tout à fait, ouais. Et puis là tu vas voler pendant quoi? Pendant 4 ans? 4 ans, ouais. Tu es quoi? Tu es copilote là-bas? Tout à fait. Et tu deviens commandant chez eux ou pas? Non, je pars avant. Tu pars avant? Ouais, par la force des choses, parce que Thomas Cook commençait à battre de l'aile. L'expression est bien. C'est joli pour une compagnie aérienne. Toujours est-il que donc aujourd'hui tu es engagé dans une compagnie nationale anglaise. Tout à fait. Et là, tu commences en fait à piloter des A320. C'est ça, le même type d'avion que je pilotais chez Thomas Cook en fait. Le fait de passer d'une compagnie à l'autre, oui. Qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que finalement, le bureau est le même, ouais. Mais les changements les plus importants, c'est peut-être le salaire déjà. Oui, notamment. Et quoi, tu as des procédures qui sont différentes? C'est ça. En fait, moi j'ai trouvé que c'était pas facile, si tu veux, tu vois, donc le 320, je le pilotais bien parce que ça faisait déjà quelques années que j'étais dessus, tu vois. Ouais. Mais piloter le même avion, être dans le même bureau avec des collègues qui ont une vision du monde ou une vision des choses complètement différentes et en plus d'avoir des procédures différentes, c'était difficile, tu vois, parce que j'étais familier avec le bureau, mais pas du tout familier avec leur manière de travailler, tu vois. Donc c'est pas facile. Tu pourrais te dire c'est facile, mais non. Mais en fait, comment dire, c'est là que tu te rends compte que finalement, dans une compagnie, quelle que soit la compagnie, quel que soit le pays, en fait, il y a des pilotes du monde entier, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Toi, t'es belge, t'arrives là-bas, tu dois voler avec des Français, je sais pas moi, des Canadiens, j'en sais rien. Ben, quand même, vraiment majoritairement des Anglais, ça, je vais pas te mentir. Parce qu'en fait, pour rentrer chez British Airways, tu dois avoir un niveau d'anglais considéré comme bilingue. Ok. Et ils te font passer un examen pour que tu puisses démontrer que tu as ce niveau-là. Et en tant qu'étranger, c'est pas forcément super facile à avoir, tu vois. Je sais pas trop comment je l'ai eu, à vrai dire, parce que j'ai quand même un gros accent français quand je parle anglais. Mais ils aiment bien, ils aiment bien. Ouais, voilà, ça a son petit charme. Mais donc en fait, il n'y a pas tellement d'étrangers que ça, quoi. Il y a pas mal d'Espagnols, il y a quelques Hollandais. J'ai volé une fois avec un Belge, donc c'était sympa, mais c'est quand même, je vole quand même à 99% du temps avec des Anglais. Tiens, mais en fait, comment ça s'organise la vie d'un pilote de ligne, ton travail en fait? C'est quoi, on te donne un horaire une semaine à l'avance, on dit tu vas aller là-bas, enfin comment ça se passe? Alors en fait justement, donc chez Volotea qui était une compagnie low cost, typiquement j'avais mon horaire très tard, donc par exemple je recevais mon horaire du mois suivant le 25 ou le 26 du mois précédent, donc là c'est pas facile d'organiser ta vie, certainement pas les premiers jours du mois suivant, tu vois. Clairement. Que là ici dans les compagnies nationales, l'avantage en général c'est que ça a des meilleures conditions, et les meilleures conditions c'est pas que salarial, c'est aussi par rapport justement à des choses comme ça, et là je reçois mon horaire en général pour, disons, le 5 décembre, j'ai déjà mon horaire jusqu'à fin janvier, tu vois. Ok, d'accord. Et ça, c'est bien. Et tu peux planifier ta vie, tu peux planifier tes trucs personnels. Tu parlais de l'arrivée de bébé, bah, là, ça va être un challenge en plus, évidemment. Tu m'étonnes. Comme tu peux t'imaginer. Alors, attends, moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu voles pour une compagnie nationale anglaise. Oui. Donc j'imagine que tu décolles d'Heathrow ou ce genre de choses. C'est ça. Ah oui, je suis basé à Londres, Heathrow, ouais. Ok, mais donc ça veut dire que... Alors, celui-là habite un des plus beaux villages de Belgique, il habite à Torny. Tout à fait, le village le plus au sud de Belgique. Exact, avec un microclimat en plus. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois pas le bronzage. Je pensais que ça venait des Caraïbes. Ah, voilà. Comment tu fais en fait? Tu dois partir. Enfin oui, forcément, tu pars à Heathrow toutes les semaines, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Et j'y vais en avion, j'y vais pas à la nage, donc. Ni en barquette. Ouais, donc en fait, je vais à Luxembourg, à l'aéroport. Je prends un vol, comme tu dirais, quelqu'un qui prend le train pour aller travailler à Bruxelles, quoi, tu vois. Et puis j'arrive à la compagnie, je me mets en pilote et puis je fais mes vols à moi. C'est hallucinant. Ouais. Et quoi, t'as un petit pied à terre là-bas? Rien du tout. Rien du tout. Non. Tu es encore dans le.
Ah, je dors jamais à Londres, moi, pour ainsi dire. En fait, j'arrive le jour de mon vol et je repars juste après mon vol. Et là, en long courrier, j'ai l'avantage que les vols, en général, atterrissent très tôt le matin, le retour. Donc, je peux directement rentrer chez moi, juste après. Et souvent, tu dois ce qu'on appelle signer. Ça veut dire dire que tu es là et que tu es prêt à faire ton vol tard le soir. Tu vois, par exemple, les vols Afrique du Sud, Singapour, etc. C'est typiquement 17, 18, 19 heures que tu dois être au bureau. Donc, en fait, ça me laisse tout le temps, la journée, de me rendre tranquillement à Londres, quoi. Tiens, je fais un petit aparté, mais est-ce qu'il y a des destinations que tu préfères, toi, ou pas? Écoute, là sur le réseau où je suis, on n'a pas beaucoup de destinations. Vu la taille de l'avion, il peut pas aller partout. Tous les aéroports n'ont pas les infrastructures pour l'accueillir en fait. Et puis niveau capacité, ça se justifie pas partout, tu vois. C'est ça. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de destinations. Si je peux te les dire, j'ai Los Angeles, San Francisco, Dallas, Miami, Washington, Chicago, Afrique du Sud, donc Johannesburg, Dubaï et Singapour. C'est tout. Donc environ 10 destinations. Ce sont les seuls aéroports qui accueillent bien un appareil de cette ampleur-là. Sur le réseau de ma compagnie, oui, tout à fait. Sur le réseau de ta compagnie. C'est ça, ouais. Et donc pour répondre à ta question, en fait j'aime toutes les destinations. Dallas un tout petit peu moins, je sais pas, c'est un peu moins, je sais pas trop quoi. C'est très cow-boy en fait. Ouais, c'est ça. Mais par contre Los Angeles c'est trop bien, San Francisco c'est une de mes villes préférées du monde, Miami c'est génial. Là il y a ma cousine / meilleure amie qui est venue avec moi il y a quelques jours, on a été à Miami. Ah ouais, on a conduit, on a été jusqu'aux Keys et tout ça, c'était trop sympa. C'est pied, ça. C'est génial. Donc tu vois, non, franchement tous les endroits où on va j'aime bien. Par contre moi niveau décalage horaire, je me comporte moins bien à l'est. Je galère beaucoup plus à dormir quand je vais à Singapour. Quand tu vas en Asie que quand tu vas aux États-Unis. Et apparemment, chaque personne est plutôt est ou plutôt ouest. C'est vrai ? Je ne le savais pas avant d'être pilote. Ouais. Mais donc moi, aller aux États-Unis, ça me va très bien d'un point de vue sommeil. Je dors bien, je me réveille pas complètement crevé. Mais par contre, à Singapour, je suis un zombie. Donc, je dois passer beaucoup de ma journée à dormir pour être. Pour récupérer quoi. Et surtout pour être opérationnel pour le vol retour. Tiens, vous avez des tips, des trucs et astuces par rapport à ça ? Est-ce que dans la formation ou dans la compagnie, on te donne des trucs ? Pas vraiment, non. C'est à toi d'inventer tes petites. Tes petits rituels. Il y en a qui restent en fait sur réseau local. Donc il y en a qui vont aux États-Unis mais qui restent bloqués sur le réseau belge. Mais donc ça te fait vivre bizarrement parce que tu vis la nuit. T'es en décalé par rapport à eux, quoi. Et ça j'aime pas parce que du coup dormir la journée et vivre la nuit, tu vois, je vais pas aller me balader à San Francisco en pleine nuit, je vais me faire poignarder. Oui, tu vois ce que je veux dire. C'est gênant. Bah oui, et puis même d'un point de vue social, tu vas pas aller faire un burger avec l'équipage à 2h du mat, enfin tu vois, c'est pas très chouette. Ouais, parce qu'il aime beaucoup faire des burgers. Ouais, ça se voit. Non mais non. Mais ça, on va en parler aussi. Ça m'a fait rire. Quand on a décidé de faire cette vidéo, forcément, on s'appelle. Et en fait, comment dire, il me laisse des messages. Il me dit écoute, figure-toi que je suis à Dallas, je suis en train de faire mon footing. Je connais peu de potes qui me disent je suis à Dallas, je suis en train de faire mon footing. D'habitude, c'est le bois de la cambre ou ce genre de choses. Ce qui est sympa aussi. Oui, c'est un peu différent. Mais donc, en fait, ce décalage horaire, finalement, t'en souffres pas trop parce que c'est très rapide, en fait. Si, j'en souffre quand même. Là, je rentre, si tu veux, d'une phase où j'ai beaucoup volé. Donc, j'ai pas eu de semaine de congé depuis fin août. Là, je viens d'en avoir, mais voilà, là, je me retrouve enfin, moi, sur réseau belge, je dors mes nuits, enfin, tout va bien. Mais quand tu es vraiment dans des phases de vol où tu vas à Singapour et puis 5 jours plus tard, tu vas à Los Angeles, t'imagines, tu couvres 20 heures de décalage horaire. C'est hallucinant. Mais c'est dingue, et ton corps, il souffre quand même, quoi, tu vois. Tiens, alors c'est une... Enfin, je sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des médocs ? Est-ce qu'on te donne des médocs ? Est-ce que tu prends des médocs pour ça ? Moi, je le fais pas. Il y en a qui, tu peux prendre un médicament qui s'appelle, je sais plus comment, il y a comme une, je sais pas si c'est pas une hormone, je sais pas quoi, mais le truc, la mélatonine. La mélatonine, ouais, c'est ça. Il y en a qui se basent là-dessus pour se faire dormir. Mais le problème, c'est qu'après, tu en deviens dépendant et tu dois presque prendre aussi de la mélatonine, c'est ça ? Mélatonine. Ouais. Mélatonine, merci. Quand tu es à la maison, tu vois, donc tu te crées une dépendance. Et j'ai pas envie de dépendre de ça. Moi, je préfère essayer tant que je peux de m'en sortir naturellement. Est-ce que tu penses que c'est jouable en fait sur le long terme, sur une carrière. Enfin, je veux dire, allez, par exemple, donc aujourd'hui, toi, tu as 38 ans. Oui. Hein, depuis hier, je me rappelle. Tu fais du long courrier. Oui. À terme, tu penses qu'un jour, je sais pas moi, quand tu auras 50 ans, etc., tu partiras peut-être plus vers du court courrier ? Oui, ouais, ça c'est sûr. C'est comme ça que ça se passe dans la vie d'un pilote ? Chacun fait comme il veut. En fait, évidemment, si tu veux, les pilotes en général aspirent à être commandant de bord d'avions long courrier parce que c'est un peu, on va dire, la position la plus prestigieuse d'une carrière de pilote, grosso modo. Après, chacun a ses préférences. Par contre, d'un point de vue médical, franchement, finir ta carrière et être
entre tes 60 et tes 65 ans, en train de faire des vols transatlantiques en pleine nuit, avoir le décalage horaire et tout, c'est pas génial. Je pense pas que que ça m'ira, tu vois. Mais après, chacun réagit différemment. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, je vais rester, je suis senior first officer, donc copie senior sur 380. Ouais. Je vais continuer encore 3-4 ans, peut-être, un truc comme ça. Passer commandant de bord court courrier. Ouais. Et puis après, tu peux changer tous les 5 ans. Et donc après ça, passer commandant de bord long courrier pour l'avoir quand même fait et terminer ma carrière sur le court courrier. Comme ça, je serai toujours plus ou moins en heure locale belge. Tu vas passer long courrier, court courrier, long courrier, court courrier. Oui, tu fais ce que tu veux en fait. Tu peux passer d'une flotte à l'autre. Donc tu vois, maintenant là, ça fait 2 ans que je suis sur 380. Quand tu fais un type rating, et là c'est la compagnie qui le paye évidemment. C'est quoi un type rating? C'est la qualification type. D'accord. Donc c'est la qualification que tu apprends à piloter. Type rating, c'est ça. Exactement. Et donc, sure. Marvelous accent. Absolument. On est trop bon. Ça, on aurait pu la faire en anglais. Ah bah exactement. Sure. Mais et donc oui, c'est une fois que tu as la qualif, en fait, tu peux... En fait, tu es bloqué 5 ans quelque part pour rentabiliser ta qualif, tu vois, pour pas qu'il y ait des gens qui changent tous les ans, parce que bon, ça coûterait des ponts aux compagnies. Hein. Ouais. Et donc, tu rentabilises ta qualif pendant 5 ans, et après, tu fais ce que tu veux d'autre. Donc, moi, là, par exemple, après avoir fait 5 ans de 380, je pourrais dire, bah maintenant, je veux faire 5 ans de 777. Ouais. Ça s'entend, ça s'envisage, la compagnie accepte, il n'y a pas de souci. La compagnie pour laquelle tu bosses a du Boeing? Ouais, elle a des 787, des 777, des 380, des 320 et des 350. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a les deux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Team Boeing, Team Airbus. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Tiens, justement, on voit ici qu'il y a 2 sièges. Ouais. Il y a le siège de gauche, qui est le siège du commandant de bord. Oui. Puis il y a le siège de droite, qui est celui du first officer, du copilote. Copilote, ouais, c'est ça, ouais. On est bien d'accord que tous les deux sont pilotes? Tout à fait. Oui. Faut en parler. S'il te plaît. On va en parler. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas un qui est un pilote bas de gamme et l'autre un pilote haut de gamme. Mais non, pas ça l'idée. Mais il y a des gens qui pensent que le copilote, il est là pour servir le café au commandant. Et ça nous rend dingue. Et tu vois, t'as pas étudié tout ça pour servir un café, tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée, en fait, c'est quoi? Il y a une notion d'expérience. Oui, ouais. Et d'heures de vol, j'imagine. Ça, ouais, tout à fait. Et ça, c'est une notion qui est différente d'une compagnie à l'autre? Oui. En fait... si tu veux, il y a certaines compagnies, dont les compagnies nationales, en général, la progression se fait sur base de la seniorité. Okay. Mais comme dans les compagnies nationales, les gens restent bah oui. parce que les conditions sont meilleures, ta seniorité progresse beaucoup moins vite que dans une low cost comme Ryanair ou EasyJet par exemple, qui est en général une compagnie, pas toujours, hein, mais souvent des compagnies que des pilotes utilisent pour faire leur première expérience de vol. Et après un moment, ils disent, bah voilà, moi j'ai vu le court courrier, j'ai fait mon temps, maintenant je vais dans une compagnie nationale par exemple. Mais tu vois, donc ça veut dire que dans les compagnies low cost, typiquement, il y a plus de mouvements et tu grimpes plus vite les échelons de la seniorité. C'est ça. Et donc après 4, 5, 6 ans, en général, tu es commandant de bord si tu acceptes de prendre la place, t'es pas obligé. Hein. Tu peux rester copie si tu as envie chez EasyJet 10 ans. La différence entre un commandant de bord et un copie en termes de responsabilité, celui qui a le dernier mot, c'est le commandant? C'est ça, ouais. Ça par contre, oui. Donc c'est vrai que parfois on me dit, j'ai déjà entendu ça tellement de fois et ça rend dingue tous les pilotes, mais ah oui, mais toi t'es copilote, t'es pas pilote en fait. Là, c'est ça. Je suis copilote, je suis pilote. Mais le commandant de bord, clairement, il a la responsabilité finale de l'avion, en fait, tu vois. Donc c'est même lui, à la limite, qui doit répondre de ses actes devant les cours et tribunaux s'il y avait vraiment quelque chose qui venait à se produire à bord. Donc il a vraiment la responsabilité finale de l'avion. S'il y a vraiment une situation très complexe à gérer à bord et qu'il y a des divergences d'opinion sur comment la gérer, c'est quand même finalement lui qui va dire non, bah là je pense que les meilleures actions à prendre c'est ça et on va partir dans ce sens-là, tu vois. Mais pour le reste, les activités au jour le jour du commandant et du copie sont les mêmes. C'est ça. On atterrit autant de fois l'un que l'autre. Ça se fait vraiment comme ça, c'est-à-dire que pour l'aller, c'est toi qui fais le décollage et l'autre fait l'atterrissage. Et l'inverse pour le retour? Oui, en général, le commandant, il arrive dans la salle de briefing et il dit « Ah, tu veux faire quoi? Tu veux faire l'aller ou le retour ?» tu vois. Ah oui, ok. Et voilà. Quand tu fais comme ça une rotation, comme tu appelles, c'est d'office avec le même équipage? En général, ouais. 99% des cas. Nous, alors là, ça devient un petit peu technique, mais on a la possibilité dans ma compagnie d'allonger les trips. Okay. Donc, si tu as un San Francisco 3 nuits, tu peux en faire un 4 nuits en changeant avec ton collègue. Ouais, c'est ça. Tu vois Donc, parfois, tu reviens pas avec le même équipage que tu es parti. Mais c'est rare, c'est quand c'est toi qui le veux. Sinon, les vols sont planifiés, même équipage aller-retour. Le fait de travailler comme ça, alors j'imagine qu'une fois de temps en temps, vous devez évidemment vous recroiser. Oui. Mais je veux dire, le fait de travailler au day-to-day avec des collègues différents, est-ce que c'est pas compliqué ça? C'est compliqué, mais c'est une habitude à prendre, je pense. Tu sais, je me pose cette question, j'avais lu, mais je sais pas si c'est vrai, qu'en fait,
l'idée qui se cachait derrière ça, c'était surtout de ne pas créer des automatismes. Parce qu'il paraît que l'automatisme est dangereux. Oui. Dans le sens où tu perds en fait en vigilance si tu deviens trop... Oui, c'est vrai. Ouais. Tu crois que c'est ça qui motive l'idée d'avoir des... Oui, ça doit être une des raisons, mais en fait, moi tout simplement, plus simplement, dans la compagnie dans laquelle je travaille, on est 4500 pilotes. Donc, la probabilité que tu voles 2 fois avec le même, elle est relativement faible, tu vois. Non mais tu vois, je veux dire, sur le principe, tu pourrais demain créer ta compagnie, l'organiser de façon à dire, ok, ben ces deux-là s'entendent bien, ils sont performants ensemble. Oui, ouais. Et on les fait voler tout le temps ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as raison, le fait de ne pas voler tout le temps ensemble, ça te garde peut-être un tout petit peu plus sur tes gardes, parce que tu connais pas non plus le niveau de l'autre et sa manière de fonctionner, donc peut-être que tu prends un tout petit peu plus de recul, alors que si tu voles toujours avec le même, ça devient un peu la fête au slip, quoi. Genre, je peux pas dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. Tiens, juste, j'aime bien la fête au slip, j'aime bien. Je l'ai pas vu venir. Justement, par rapport à ça, alors je parle pas forcément dans la compagnie dans laquelle tu travailles, on va pas citer de compagnie pour fâcher personne, voilà. Mais dans ta carrière de pilote, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gars avec qui en fait le contact passe pas du tout ? Oui, ça peut arriver. Alors après, c'est pas censé arriver parce que normalement les pilotes sont aussi sélectionnés pour avoir un minimum d'aptitude sociale et de savoir tenir compte de la vie de l'équipage et tu vois, être un tout petit peu formaté de ce côté-là. C'est quand vous avez un cours de performance humaine là-dessus ? C'est ça, ouais, CRM, Crew Resource Management, donc exactement ça. Donc normalement, ça devrait pas arriver, mais bon, t'as toujours un peu avec des personnes différentes, oui, bien sûr, les moutons noirs. Tu peux avoir passé une mauvaise nuit aussi, ça arrive. Oui, voilà, on n'est pas toujours non plus au fond. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. C'est drôle de se dire que dans l'aviation, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres métiers où ça se fait, en fait, il y a des cours pour apprendre en fait, à travailler ensemble. Oui. Ça, c'est super important. Dans l'aviation, en fait, un cockpit d'avion, comme tu le vois, c'est créé pour 2, 3 ou 4 pilotes, en fait. Et donc, tu as toujours... T'es en vase clos, hein. Ouais, t'es en vase clos. Et donc, tu as à chaque fois un vol, c'est une mission. C'est vraiment aller du point A à un point B, d'amener 500 personnes avec toi et que tout le monde arrive à bon port de manière la plus safe possible et qu'on ait vraiment évité toute petite, toute petite... Enfin, qu'il n'y ait eu aucune phase de vol qui était pas safe, tu vois, donc c'est vraiment ça l'important. Et on est beaucoup à bord, il y a le commandant, il y a le copie, il y a chef de cabine principal, chef de cabine secondaire, dans mon avion il y a 22 hôtesses et stewards, donc toutes les décisions se prennent à beaucoup. Et tu sais que tu peux même appeler avec ton avion, tu peux appeler avec téléphone satellite, la maintenance, et puis tu parles au contrôle aérien aussi, donc quand il se passe quelque chose à bord, t'es pas seul à prendre la décision, c'est à beaucoup de la prendre ensemble et d'arriver à tu peux pas être expert en tout en fait. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est. Il faut apprendre ça, c'est pas naturel. Enfin, tu vois, tu dois apprendre à travailler en équipe, ça s'apprend aussi. Hein. Tiens, Renaud. Oui. Qu'est-ce qu'il va me dire ? C'est une question, non, mais c'est une vraie question que je me pose, une question très intime. Ouais. Est-ce que tu sens le poids des responsabilités quand tu pilotes ? C'est marrant parce que je trouve pas vraiment. Quand tu es dans le cockpit et que la porte là elle est fermée, tu as tendance à plus ou moins oublier qu'il y a 500 personnes qui sont attachées à ton cockpit. C'est parce que tu les entends pas. Tu les entends pas exactement, voilà. Et tu te rends pas compte et donc tu fais ton travail, tu es toujours le plus pro que tu peux, tu es super entraîné et donc c'est un peu vraiment une phase de concentration et tu oublies un petit peu tout ce qu'il y a à bord, quoi, tu vois. Mais non, tu te sens... Et tu sais que tu as des responsabilités, évidemment, mais ça ne te pèse pas, tu vois. C'est pas quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit, tu vois. T'es tellement entraîné que ça passe. Tiens, on va juste clôturer là-dessus sur la notion du commandant et du copilote. Oui. Là, je te pose la question tout de go. Oui. La différence salariale. Ouais. Elle est importante entre les deux postes ? Ça dépend vraiment des compagnies en fait. Ça dépend des compagnies. Dans ma compagnie, je pense que la différence salariale doit être de l'ordre de 30%, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même. Ouais, c'est confortable. Ouais, c'est confortable, mais c'est pas. Il y a des compagnies où c'est presque du simple au double. Tu vois, ça dépend vraiment. C'est très 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 variable. Renaud. Ouais. Ça gagne combien pilote de ligne ? Ah, la question. Bonne question, ça. Bah écoute, encore une fois, c'est super variable. En fait, le problème d'un salaire de pilote de ligne, c'est que c'est basé sur beaucoup de choses. Tu as tes heures de vol, donc plus tu voles, plus tu gagnes de l'argent. Tu as une base fixe, qui est peut-être pas forcément aussi élevé qu'on ne le croit. Moi, pour te dire, quand j'ai commencé dans l'aviation, je gagnais moins de 2000 € net par mois. D'accord, ok. Et j'avais payé mes études 100 000 balles. Et je devais rembourser 1000 €. Enfin, tu vois. Donc quand je te disais que j'étais pas, je l'amenais pas large, c'était clairement ça, quoi. Après ça dépend aussi de la pression fiscale du pays où tu es. Mais clairement, dans une compagnie nationale, un pilote peut gagner pour un copilote, je dirais, entre 4 000 et 7 ou 8 000 € net. Quelque chose comme ça. Et un commandant gagnera, lui, entre
peut-être 7 000 et 9-10 000 euros net, quelque chose comme ça, dans une compagnie nationale. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps, ça? Est-ce que les salaires augmentent? Ou est-ce que, comparativement, toute proportion gardée, inflation gardée, etc., mais est-ce que les pilotes gagnent mieux leur vie aujourd'hui qu'avant ou c'est l'inverse? Je crois que les salaires sont restés assez constants. Par contre, la grosse différence, c'est que les cadences de travail et les cadences de vol sont quand même vachement plus qu'avant. Ah oui. C'est ce que j'entends des commandants qui ont volé pour d'autres compagnies dans les années glorieuses de l'aviation, tu sais, les années 70, 80 et tout ça, où je pense que c'était une autre vie. Ils gagnaient au moins aussi bien, si pas plus, mais surtout ils travaillaient beaucoup moins. Et ça, c'est une grosse différence. Tant qu'on est à parler d'argent, etc., je fais le lien avec low cost, ces fameuses compagnies low cost. On entend tellement de choses là-dessus où en fait on se rend compte que c'est un modèle économique manifestement qui fonctionne, qui plaît. Je suis pas sûr que ça fonctionne à long terme, je suis pas économiste, mais toi en tant que personnel, tu en penses quoi? Tu disais tout à l'heure, et ça m'a marqué, c'est des compagnies qui sont chouettes pour avoir de l'expérience parce que tu voles beaucoup. Mais par contre, t'es pas super bien payé, ou c'est faux, ou en fait t'es pas moins bien payé qu'ailleurs. Ça dépend un petit peu encore une fois des compagnies, elles ont toutes des modèles différents, mais c'est clair qu'au tout début en général les grilles salariales des compagnies low cost sont certainement moindres qu'une compagnie nationale, donc tu vas commencer avec un niveau salarial relativement bas, et parfois après ça augmente presque exponentiellement et tu as les commandants des compagnies low cost parfois qui gagnent même presque plus qu'un commandant de compagnie nationale. Ah oui, c'est dingue. Ouais, donc en fait ça c'est peut-être parfois une fausse idée, mais c'est vrai que quand tu commences, de toute façon, en général, ton premier emploi dans l'aviation, c'est du low cost. Tu vas pas gagner énormément d'argent. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en général, chaque année, ton salaire augmente un petit peu. Donc ça, c'est cool. Je dois pas aller tous les ans dire à mon chef pilote, j'ai fait des beaux atterrissages. Tu vois, c'est automatique, quoi. Tous les mois d'avril, t'es augmenté. Enfin, pour moi, parce que c'est l'anniversaire de mon emploi dans la compagnie. Et voilà, et donc, les compagnies low cost sont des bonnes compagnies. Le niveau et la rigueur des opérations n'est pas moindre que dans une compagnie nationale. Faut pas croire que parce qu'on prend Ryanair, on a plus de chances de se crasher. Enfin, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais tu vois que les choses se passent moins bien que dans une compagnie nationale. Les pilotes sont peut-être moins bien payés, surtout si c'est quelqu'un de très junior. Mais par contre, l'avantage, comme tu dis, c'est que quand tu commences dans une compagnie low cost, tu vas faire 4 secteurs par jour. Tu vas faire Charleroi-Barcelone, Charleroi, je sais pas moi, Amsterdam-Charleroi. Et donc tu fais vraiment beaucoup de décollage, beaucoup d'atterrissage, tu es exposé à souvent un réseau énorme. Pense à Ryanair, ils ont des bases partout, ils vont littéralement partout en Europe. Donc tu augmentes ton expérience très rapidement. Alors que imagine que tu commences directement en long courrier, tu fais 3 atterrissages par mois, à tout casser, tu gagnes pas très vite de l'expérience. Tu vois, donc, ceci dit, j'avais entendu un truc et je voudrais avoir ton avis là-dessus. C'était dans un reportage en fait, et c'était un intervenant qui expliquait, qui dit mais des compagnies, t'as cité Ryanair par exemple, elles ont une flotte tellement grosse et c'est toujours à chaque fois le même appareil qu'en termes de maintenance et en termes de formation, etc. c'est un des postes sur lesquels en fait ils font pas mal d'économies parce que forcément c'est à chaque fois toujours la même chose. C'est ça. Et j'imagine que pour la sécurité c'est important, c'est pas mal ça en fait. C'est pas mal, ouais, parce que tu as tous ces équipages qui sont qualifiés une seule machine, donc ils la connaissent très bien. Tu as tous tes mécanos qui sont qualifiés une seule machine, donc ils la connaissent sur le bout des doigts. Et comme tu dis, tu dois pas repayer des formations pour les revalider sur un autre type de machine. Donc en fait, effectivement, d'un point de vue économique, ça s'entend et c'est tout à fait logique. Ouais, tout à fait. Tiens, je voudrais qu'on parle d'un aspect aussi tout à fait inhérent à la profession de pilote de ligne, c'est la notion de l'hygiène de vie. Je veux dire, c'est tu as en fait ton métier est soumis à un examen médical régulier tous les ans. C'est une fois par an? Une fois par an, C'est en fonction de l'âge? C'est ça, c'est une fois par an. Alors, c'est une fois par an, je crois, jusqu'à 60 ans et 2 fois par an à partir de 60 ans ou quelque chose comme ça. Mais donc, plus tu progresses en âge, plus la fréquence de ces examens médicaux risque d'augmenter. Qu'est-ce qu'on regarde dans ces examens médicaux? Alors, ils vont regarder toutes sortes de choses. Ils vont regarder si ta vision est correcte, si ton audition est correcte, c'est des trucs bateaux qu'on peut imaginer. Si ta capacité pulmonaire est suffisante. Ils vont vérifier que tu prends pas des stupéfiants, donc tu vas avoir des analyses de sang éventuellement, etc. Ils vont vérifier que mentalement tu es OK dans ta tête. Tu vas rencontrer un psychologue aussi. Ils vont te faire une analyse de ton rythme cardiaque. Ils vont te faire vraiment c'est toute une batterie d'examens. Ça dure un petit peu de temps. Ils te font faire pipi dans un petit pot. Tu vois, tout quoi, comme une visite médicale. Mais à chaque fois pour vous c'est le stress, ça, non? Il y a un côté stressant dans le sens où si tu perds ton médical, tu peux plus utiliser tes licences pour voler. Donc en fait, tu
tu n'es plus employable. Ouais. Ou en tout cas, tu es mis sur le côté pendant tout un temps. Tiens, et par exemple, tu disais la fois passée que tu étais fan de burgers, par exemple. Et donc, en fait, comment dire, tu limites ça en faisant du sport, mais tu t'es mis, toi, une contrainte sportive. Genre, est-ce que tu te dis, voilà, il ne faut pas que je dépasse tel poids parce que c'est important, je pourrais éventuellement avoir des problèmes avec mon boulot? Ou est-ce que c'est la compagnie, est-ce que contractuellement on te dit, voilà, nos pilotes peuvent pas être plus lourds que tel poids? Je sais pas. Ou la compagnie qui dit, vous pouvez pas manger plus de 3 burgers par mois. Tu serais malheureux là. Ouais, là je serais triste. Non. Tu n'irais pas travailler là. Voilà, c'est ça, changerait d'employeur. Non, mais en fait, c'est juste moi, j'essaie juste de ne pas devenir gros, d'avoir une hygiène de vie, ok, tu vois. Il faut pas non plus, c'est pas l'armée, hein, donc je veux dire, tu dois pas être Tom Cruise 100% fit, peut savoir faire 300 pompes, tu vois ce que je veux dire, mais tu dois juste avoir une bonne hygiène de vie globale, pas être trop gros, faire attention quand même à ta vue, à ton audition. Donc c'est vrai que par exemple, tu verras que les pilotes, ils sortent en boîte de nuit, mais ils portent des boules qui qui atténuent l'impact sur tes tympans, ce genre de choses-là, quoi. Ouais. Et l'alcool dans tout ça, par exemple, si tu fais, allez, ça a été ton anniversaire hier, je sais pas ce que tu as fait, j'imagine que tu as fait... J'ai bu un peu de champagne. Voilà. Mais ça veut dire que par exemple, tu peux quand même voler le lendemain, ou tu te dis, non, j'attends 2-3 jours avant de... Non, tu peux voler le lendemain. Il y a une règle, je vais dire, globale, c'est 12 heures entre la bouteille et les manettes. C'est génial. C'est une règle implicite, mais alors par contre, ça ne veut rien dire, parce que si 12 heures avant, tu étais dans un coma éthylique, sans doute que 12 heures plus tard, tu n'es pas encore tout à fait opérationnel. Tu vois, donc c'est à toi de gérer, voilà. S'il y a eu plusieurs bouteilles. Donc non, en général, on fait vraiment attention à ça, surtout que, je ne sais pas si tu sais, mais parfois on a des contrôles d'alcoolémie complètement aléatoires dans les cockpits. Mais non. Ah oui, le matin, tu arrives dans ton cockpit, tu prépares ton vol et tu as des policiers qui viennent et qui font contrôle d'alcool. Ouais, vraiment comme le long de la route, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue. Ouais, et là, alors par contre, si tu te fais prendre avec ne fût-ce qu'un tout petit peu d'alcool, c'est retrait de licence, potentiellement tu voles en prison et tu perds évidemment ton emploi. Donc il y a tellement d'enjeux. Non seulement les passagers doivent être tout à fait sûrs que le pilote est sobre, safe. Et aussi par rapport à toi, tu peux perdre ton emploi, aller en prison, etc. Que franchement, les gens ne s'y risquent pas. C'est des exceptions. Dans un instant, on va passer à des anecdotes, donc toutes des questions que vous posez peut-être sur les pilotes de ligne qu'on n'osait peut-être pas poser. Ouais. Je vais les poser à Renaud. Aïe, aïe, aïe. Mais juste avant ça, quand tu vois ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, je pense que le plus dur dans le parcours d'un pilote de ligne, c'est d'être constamment en examen. Tu vois, c'est vrai que si je me remets dans la peau de moi au moment où on s'est rencontrés, ou même avant en fait, au moment où je me lance dans la formation ici, je me dis toutes les étapes que tu dois passer, tous les examens en vol, les examens théoriques, même quand tu as un emploi en compagnie, tous les 6 mois tu vas dans le SIMU, tu as les examens médicaux, tu dois passer les sélections dans les compagnies aériennes, c'est vraiment... Enfin, c'est continu, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté pas facile du métier, d'être continuellement en examen, et ça, c'est ce qui est le plus dur. Ce qui a été le plus dur pour moi par rapport à ma carrière, enfin à ma carrière ou à ma formation, c'était le tout début de ma formation pratique en Arizona. Là, tu vas te marrer, parce qu'en fait, je suis arrivé en Arizona donc pour apprendre à voler, et on m'a assigné l'instructeur vraiment, et c'est pas subjectif, mais vraiment le plus dur de tous. Mais non. Pour te dire, je te montrerai une photo après. Il fait peur. C'est un ancien militaire de l'URSS qui avait été capturé par les Américains, qui était pilote de MiG. Le mec, il avait tout vu dans sa vie, mais des choses pas gaies. Enfin, par exemple, il avait perdu ses parents devant ses yeux pendant le génocide à Belgrade ou je sais plus quoi. Enfin, des trucs incroyables. Il faisait plus ou moins... il était aussi large d'épaule que je suis haut. Tu vois. Donc dans l'avion, j'étais comme ça. Il avait une tendance fâcheuse à fort crier, à être... il pouvait être méchant, quoi. Il pouvait dire t'y arriveras jamais, franchement, allez, t'as pas conscience de ça. Enfin vraiment, là ça a été super dur de pas abandonner et de pas me dire là je suis pas fait pour ça, quoi. Parce que quand tu apprends à voler, c'est vraiment le moment où tu aimerais bien avoir un tout petit peu d'encouragement et de soutien. C'est pas qu'on a besoin d'être pris par la main comme des enfants, mais un minimum, tu vois. Et là, c'était cassage constant, quoi. Tu penses pas que c'était juste une mauvaise idée peut-être de l'école à l'époque de se dire tiens, on va tester la motivation des élèves? Non, c'était pas ça du tout. Je pense qu'après, de toute façon, cet instructeur-là est parti. Mais je pense que c'était vraiment un instructeur. Alors, il était très bon instructeur. S'il nous entend, après, il parle anglais, donc bonjour. Michel. On va l'appeler Michel. Mais non, il était super bon instructeur. Donc, par contre, ses exigences de vol étaient très
très très élevé. Ça, c'est Donc, pas mal. Ça, c'était vraiment bien. Mais par contre, son CRM, enfin tu vois, sa manière de travailler en équipe et surtout d'instruire, c'était d'un autre âge. Il n'est pas super pédagogue, quoi. Mais alors là, la pédagogie, il n'y a pas un gramme de pédagogie. Peut-être un super pilote, mais pas un bon pédagogue. Exactement. Mais ça reste pas un horrible souvenir, mais là, je me rappelle, lors des vols, je me suis dit... peut-être que je vais pas y arriver en fait. C'est une possibilité quoi, vraiment quoi. Là j'ai vraiment galéré. Et il y a des autres élèves qui avaient cet instructeur-là qui ont demandé de changer d'instructeur. Il y en a un qui a arrêté. Tu vois, donc c'était pas. T'imagines. C'était super dur. C'est hallucinant quand même. Hein. Ouais, ce qu'un mec peut faire quand tu vois tous les sacrifices que ça demande. C'est ça. Ouais. C'était vraiment dur. Ça, c'était un moment très dur de ma formation. Mais voilà, c'est passé. Et finalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Je me demandais, quand tu as commencé justement tout ce parcours, quand tu idéalisais probablement le métier de pilote de ligne, et aujourd'hui que tu es pleinement dedans, est-ce qu'il ressemble au métier que tu idéalisais ou pas? En fait, je pense que oui. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas de déception ou de... Enfin, c'est vrai que le métier de pilote de ligne, peut-être qu'on le glamorise un peu. Tu vois, avec le film comme Arrête-moi si tu peux, tu vois, avec DiCaprio et ses 20 hôtesses. C'est un peu ta vie, ça. Hein. Ouais, un peu, mais tu vois, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi les levées à je sais pas quelle heure du matin ou de la nuit. Il y a le fait de faire des vols de nuit retour. Il y a les décalages horaires, comme on a parlé. Il y a la cadence de travail. Il y a l'organisation de ta vie perso quand tu pars 4 ou 5 jours. Enfin, tu vois, là, par exemple, ma compagne va accoucher probablement aux alentours du 25 février. Est-ce que je serai là? Enfin, tu vois, allez, tu vois, c'est le genre de truc qu'on pense pas forcément, mais le fait de travailler à l'étranger et d'être à 14 heures de vol de ta maison, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que si tu habites à Marchand-Famenne et que ton épouse est à Torny, tu sais éventuellement quitter le boulot et vite y aller. Voilà. Si tu es à Dubaï, à Singapour, c'est mort. C'est compliqué, évidemment. Donc, c'est ça, c'est le côté organisationnel de ta vie privée qui est pas facile. Qui est un peu chaud. Et ça, on le montre pas dans les films, tu vois. Non, effectivement. Tiens, justement, qu'on parle de films et tout, des films comme fameux Sully. Oui. Tiens, ces reportages qui me paraissent moi bien faits, hein. Je crois que c'est la BBC qui fait ça, c'est les Air Crash. Oui, c'est magnifique ça. Tu regardes ces trucs-là? Ouais, je regarde, C'est vrai? Ah ouais, parce que tu apprends en fait. Et t'en penses quoi? En tant que pro? Ah bah c'est super, allez, c'est super fidèle. Après c'est vraiment, parfois c'est dramatisé, tu vois. C'est scénarisé. C'est scénarisé, et puis alors il y a vraiment les effets, tout le monde qui crie à bord et tout. Enfin tu vois, c'est un peu comme un film quelque part, il y a ce côté-là, exagéré sans doute. Mais ça doit être un show. Ouais, c'est un show. Mais par contre au niveau, je pense, d'effets techniques et de ce qui s'est passé et de la réaction des pilotes, et voilà, c'est intéressant, et comme ça te permet toi, quand tu as des situations similaires, d'y penser et peut-être de réagir différemment et justement de faire en sorte que tout se passe bien. C'est intéressant pour l'apprentissage aussi. Donc quand tu regardes ça, tu dis tiens, bah oui, ça c'est pas con ou. Ouais, voilà, ou j'aurais peut-être fait la même chose, donc en fait c'est pas une bonne idée. Enfin tu vois, genre oui, tu t'analyses par rapport à ton expérience et ça t'apprend des choses et enfin l'expérience des autres c'est toujours bonne à prendre. Hein, clairement. On va faire une interview première fois. J'ai 3 questions. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as volé seul? Donc quand on fait la formation de pilote, à un moment donné, normalement l'instructeur ne prévient pas, il y a ce moment extraordinaire du lâcher solo. Le lâcher solo, ouais. Donc ça veut dire en fait que généralement, après avoir fait des tours de piste, il y a l'instructeur qui sort, et tu te retrouves tout seul dans l'appareil. Trop bizarre. C'est trop bizarre de regarder à droite et de voir personne en fait. Et là tu te dis je suis tout seul et s'il se passe quelque chose c'est moi qui dois gérer tout seul. Enfin tu vois, et tu as très peu d'expérience. Enfin je pense que tu fais ton solo après 15 ou 20 heures de vol et c'est tout. Et en fait quand tu es en l'air, tu te dis à un moment donné, bon, bah, ok, c'est chouette, c'est vachement beau, mais il faut redescendre. Il faut redescendre, ah oui, c'est ça. Sans casser. Ouais, c'est ça, mais c'est trop bien. Par contre, tu as ton instructeur, le fameux Michel, à la radio. Donc, il est quand même là pour t'observer, voir un peu le circuit que tu fais et te donner des conseils en live, tu vois, mais il est au sol. Mais c'est génial. Mais alors, le truc, par contre, je trouve que tu es tellement préparé, concentré, tu es dans tes procédures, dans tout. Donc, je crois que ton cerveau occulte un peu ce truc de se dire, je suis tout seul à bord, maintenant, c'est que pour moi et c'est tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Le côté stressant peut-être qu'il pourrait y avoir, et t'es tellement concentré sur le truc que tu le fais et ça se passe très bien, et c'est quand t'atterris que tu dis ah je l'ai fait, c'est quand même trop chouette, et là en plus il y a tout un folklore, il y a les autres étudiants qui viennent, qui te jettent de l'eau dans la figure, qui coupent ta cravate, qui te lancent dans la piscine en uniforme, enfin tu vois, il y a tout ce côté là qui est super sympa, mais ouais, non franchement ça va. Mais il y a quand même un côté je trouve qui est un peu enfin moi personnellement qui m'avait fait un peu bizarre, c'est le fait que tu sais, quand tu es en instruction, tu as l'habitude de voler à deux forcément avec ton instructeur. Donc c'est un certain poids. Et puis quand tu pars, en fait, tu pars tout seul. Donc tu as la moitié enfin, t'as pas la moitié du poids, mais tu as un gros poids en moins. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu pars beaucoup plus vite. Les performances sont plus. C'est vrai. Ça fait Ça fait trop bizarre. Et puis moi, enfin, pour une fois, je pouvais être dans mon cockpit à l'aise sans être collé comme ça,
à cause des épaules de Michel. Michel, je ne rentre plus. Non, c'était très chouette. La première fois que tu as piloté avec des vrais passagers, Ouais, tu t'en souviens de ça? je m'en souviens très bien. C'est un vol qui s'était pas du tout passé comme prévu. Ah, Ouais, en fait, il faut savoir que quand c'est la première fois que tu pilotes avec des passagers à bord, il y a donc le commandant qui est un instructeur, donc qui est un peu comme un grade un petit peu plus élevé qu'un commandant de ligne standard, on va ok, dire. c'est un commandant instructeur. C'est ça, ouais, D'accord. on appelle ça un line training captain, Ok. donc un commandant instructeur sur la ligne. Ok. Et donc il y a lui qui est à gauche, toi Ok. tu es à droite dans le siège copie du vol, et il y a un troisième pilote ici au milieu qui est là pour un peu regarder si tout se passe bien. Parce qu'on est conscient du fait que moi j'ai moins de capacité qu'un pilote normal, c'est ma première fois, tu vois, Ouais, forcément. ouais, ouais. Et donc il est là un peu pour te soutenir et t'aider. Et donc on faisait Nantes, Valence, Ouais. Nantes. Ouais. Et alors l'aller s'est très bien passé, par contre le retour à Nantes, on a fait une remise de gaz, C'était quoi comme appareil? le Boeing 717. Le 717. Ouais, ok. c'est ça. Et on a fait une remise de gaz parce que on n'a pas vu la piste au moment où on devait prendre la décision d'atterrir ou pas, tu vois. Putain, tu dois te sentir super mal. Ah mais c'était terrible parce qu'en plus, allez, franchement une remise de gaz dans une vie de pilote, allez Ouais. là ça fait 10 ans que je vole, si j'ai fait 10 remises de gaz, Ouais. c'est beaucoup, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, c'est pas souvent. Ah oui, c'est vraiment une remise de gaz, c'est quand, par exemple, la piste est engagée par un appareil. Par contre, j'ai fait une remise de gaz chez Thomas Cook en Égypte parce qu'il y avait un dromadaire qui avait traversé la piste. C'est génial. Mais non. Ouais, je te jure, ouais. Donc ce genre de choses, quoi, tu vois, ou un avion qui quitte pas la piste à temps, ou ce genre de choses-là. Donc là, tu fais ce qu'on appelle une remise de gaz. Donc ça veut Ouais. dire, tu remets full patate et tu redécolles et tu réessayes une deuxième fois. Ouais. Mais c'est une procédure qui arrive très rarement, en fait. Et là, ma première fois, Bingo. bingo, remise de gaz, et encore en plus on fait une diversion, donc on décide de pas retenter une deuxième fois parce que la météo était vraiment mauvaise et il n'y avait pas d'amélioration en vue immédiate, et donc on fait une diversion, ce qu'on appelle, donc à la place d'atterrir à Nantes, on fait une remise de gaz et on part à Rennes. C'est là qu'on a atterri, et là à bord c'était l'esclandre parce que Les passagers devaient être heureux. surtout qu'il y avait des passagers de Rennes qui disaient mais moi je veux descendre ici, vous pouvez pas me garder dans l'avion. Et alors le commandant était espagnol, l'autre copilote était espagnol aussi, j'étais le seul pilote francophone et j'ai été envoyé en cabine gérer un peu tous ces passagers là qui commençaient à faire la révolution. Donc pour une première fois c'était vraiment le baptême du feu en fait. Ah, c'est dingue ça. Mais c'était chouette. Après en y repensant c'était drôle, tu vois. Tiens, Mais t'es formé justement à ça, la communication avec les passagers? pas vraiment en fait. Ouais, bizarrement t'es pas vraiment C'est formé. Ouais, c'est un peu, je crois qu'ils comptent un peu sur allez, quand ils te recrutent un peu aussi sur tes qualités peut-être un petit peu sociales ou C'est en ça. tout cas de communication, etc. Mais c'est pas évident de gérer les passagers tout le temps, surtout maintenant quand tu dois gérer les passagers et aller en cabine pour dire à un passager voilà, là ce que tu as fait c'est pas correct, qu'est-ce qui sort? Tout le monde sort son téléphone et t'es filmé, et le lendemain t'es sur Facebook et YouTube. Bienvenue en 2024. hein. Voilà, c'est pas évident, donc mais t'es pas vraiment formé pour ça. Tiens, c'est marrant ça, mais à l'intérieur de l'appareil, donc toi tu voles pour une compagnie nationale anglaise. Oui. La loi qui s'applique dans l'appareil, Ouais. c'est la loi anglaise. C'est la loi, en fait c'est la loi du pays où l'avion est immatriculé, Ok. donc l'Angleterre dans mon Dans cas. ton cas, ouais. Sauf si cette loi-là entre en conflit avec la loi locale du pays que tu es en train de survoler, ou même la loi locale de la nationalité des passagers. Donc il y a un peu plusieurs lois qui s'entremêlent dans un avion, tu vois. Parce que imagine, tu as un avion qui va de Rome à New York, et que dans l'avion, tu as un Français qui fout un coup de couteau à un Turc, tu vois. En une fois, tu as plusieurs lois et plusieurs pays impliqués. Néanmoins, la loi principale, c'est la loi italienne. C'est ça. Ouais. Ok, c'est comme ça. Parce ça que va. c'est la loi d'immatriculation de l'avion, en fait. Mais tu vois, je me dis, allez, toi qui es parti voler pour une compagnie anglaise, est-ce que tu as dû apprendre un petit peu le droit anglais? Pas vraiment, tu dois apprendre les petites différences dans le droit de la navigation aérienne D'accord. anglais. S'il y a des divergences par rapport au droit de la navigation anglais, au droit de la navigation européen, Ouais. mais c'est tout. Non, pour le reste, ouais. Renaud, Oui. c'est la première fois que je te propose. Ok. La première fois que tu as piloté en fait l'A380, Ouais. le plus gros avion commercial au monde. Ouais. C'est combien de personnes? C'est 500 personnes à bord? C'est dans la compagnie pour laquelle je travaille, c'est 493 passagers, plus 22 hôtesses et stewards, plus 2, 3 ou 4 pilotes. Donc tu es à plus ou moins 515 âmes à bord. Combien il pèse à vide et combien il pèse avec le fuel? Alors typiquement, un poids au décollage standard, on va dire, c'est aux alentours de 500 tonnes. Ouah, Ouais, c'est une grosse machine, c'est une grosse bête. Ouais. tu m'étonnes. et donc la toute première fois Ouais. que tu dois poser l'A380,
Ouais, c'est un moment incroyable. Surtout que moi, mon premier vol en A380, c'était vers Chicago. Ouais. Chicago qu'on appelle aussi la ville venteuse, enfin en anglais de Windy City. Effectivement, elle n'a pas failli à sa réputation. Quoi, t'as fait un crosswind alors? Ouais, c'est ça. C'est un atterrissage où il y a quand même pas mal de vent de travers. Donc non seulement, de nuit en plus. Donc non seulement c'était mon premier atterrissage en 380, hors simu. En conditions réelles avec les passagers, la pression opérationnelle, les interruptions constantes de gens qui rentrent dans le cockpit, qui sortent. Enfin, tu vois, c'est un tout autre. Ici, c'est un environnement très stérile. Oui. Tu vois, c'est très contrôlé, mais dans l'avion, il se passe 10 000 trucs. Ok, ça, arrivé à Chicago, la météo était pas dingue, avec du vent, de l'atterrissage de travers, et c'était mon premier atterrissage de nuit en plus, qui facilite pas les choses. Ça a très bien été, mais c'est vrai que ouais, t'as quand même un petit coup de pression quand tu te dis. Et surtout qu'encore une fois, t'es en formation. Tu vois, quand ton premier vol avec passager, encore une fois, le commandant qui est là, c'est un commandant instructeur, et donc lui va déterminer si tu peux passer au vol suivant ou si tu dois retourner dans le simu. Tu vois, donc t'as tout ça en tête, quoi. Comment tu fais toi personnellement pour gérer le stress, justement, le fait de se dire tiens, il y a un mec qui m'évalue là, plus le stress de bien faire ta manip, etc. En fait, en vrai, je sais pas trop. Je pense que naturellement, je suis pas quelqu'un d'ultra stressé, et je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir dans l'aviation. De toute façon, tu dois être relativement résistant au stress, parce que sinon, tu t'en sors, tu vas avoir des cheveux gris à tes 20 ans, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, donc j'ai pas vraiment de technique en fait. Par contre, dans le simu, parce qu'il y a le stress du simu, je me dis, tu sais quoi, Renaud, que ça se passe bien ou mal, tu auras appris quelque chose. Tu te seras amélioré par rapport à un point des opérations, par rapport à un point du vol. Enfin, tu vois, je me dis, tu vas en retirer quelque chose. Et cette formation-là, c'est aussi pour toi, pour t'améliorer. Donc, tu vois, si tu pars sur cette tangente-là en disant, voilà, tu vas t'améliorer plutôt que tu vas te faire examiner. C'est déjà un axe un axe différent. Et vision des choses. C'est ça, et ça réduit la pression. Parce que, en vrai, le commandant là, ou l'instructeur, il n'est pas là pour te casser, il est là pour t'améliorer, et que si vraiment tu fais des choses qui sont pas safe, pour te retirer de la ligne et t'améliorer pour que tu reviennes en ligne, tu vois. Tiens, parle-moi maintenant quand même de cet appareil qui est véritablement iconique, hein, ce Airbus A380. En fait, j'ai eu ouï dire, mais je voudrais avoir ton avis, qu'en réalité ça se pilote comme un A320, sauf quand tu es au sol. C'est ça, ouais, c'est vraiment ça, ouais, tout à fait. En fait, cet avion-là, c'est vraiment sa taille qui a un challenge, tu vois. Il a une envergure d'environ 80 mètres, donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est sans doute la taille d'un terrain de foot, peut-être même plus, je sais pas trop. Enfin, tu vois. Donc c'est vraiment immense. Et donc pour conduire cet avion-là vers la piste et pour le ramener de la piste vers le terminal. Enfin, toute cette phase qu'on appelle la phase de taxi, tu vois, c'est quand tu tournes sur les taxiways, etc. C'est très dur à gérer parce que déjà, il est lourd, donc il se conduit pas comme un petit avion, on va dire, au sol en tout cas. Tu dois être sûr que tu vas sur des taxiways, donc des routes à l'aéroport qui sont OK pour avoir un tel poids, donc tu peux pas emprunter, toutes les routes ne sont pas disponibles pour cet avion-là, donc tu dois t'assurer que voilà, et surtout tu dois t'assurer que ton aile va pas aller toucher un autre avion ou un véhicule ou une lampe, un lampadaire, je sais pas, tu vois, il y a plein d'obstacles sur un domaine d'aéroport. C'est dingue parce qu'en fait, comment dire, en plus les installations aéroportuaires ont dûu aussi s'adapter en fait à cette taille un peu hors norme. Ouais, vraiment, c'est ça. Et par exemple, tu vois, je me posais la question, la notion du poids de cet appareil, est-ce que ça met des contraintes? Je veux dire, tu peux passer à certains endroits, mais pas à d'autres? Ah, carrément. Il pourrait y avoir des taxiways qui sont pas renforcés suffisamment pour accueillir un avion de ce poids-là. Et donc c'est pour ça, c'est ça tout le challenge de s'assurer que tu es sur des taxiways qui permettent de t'assurer que tu vas rien toucher avec tes ailes d'une part, mais aussi que tu vas pas t'enfoncer dans le taxiway, ce qui serait embarrassant, tu vois. Quand t'es plein pot, quand tu fais le plein de passagers, et que tu fais, on va dire, imaginons le vol dans lequel tu prends la plus grosse charge de carburant. Ouais, par exemple Singapour. Singapour, par exemple. Il te faut quelle distance pour décoller? Décoller, c'est environ, je dirais, quelque chose comme 3000 mètres. Mais en fait, quand tu calcules... Donc 3 km pour que l'avion puisse avoir la vitesse suffisante pour avoir suffisamment de portance pour le lever. Ouais, grosso modo. Ça dépend évidemment du vent, de la température, du poids de l'avion. Enfin, il y a tellement de facteurs. Un A320 comparativement, ça peut être quelque chose comme 1500 mètres, 2000 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, c'est juste le double, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a le fait que non seulement tu dois savoir décoller, mais aussi éventuellement abandonner le décollage de manière safe. Et tu vois, il y a une vitesse pendant le décollage qu'on appelle V1, exactement, V1, où là on doit dire, là maintenant la décision c'est, après V1 tu peux plus abandonner ton décollage. Tu n'as plus assez de pistes devant toi. Donc en fait, il y a le pilote, le copilote, ça y est, c'est parti, les moteurs sont plein pot, j'imagine, à ce moment-là. Et puis, effectivement, il y a la vitesse qui commence à prendre. Tu arrives à cette vitesse qui a été calculée au préalable en fonction du poids, etc., qui est cette fameuse V1.
Mais qu'est-ce qui va te guider dans ton choix de dire ok, je continue ou j'arrête à ce moment-là? Mais t'as plus le choix. En fait, s'il y a quelque chose qui se passe après V1, t'as plus la place pour. C'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à V1, tu verras, enfin si tu regardes des vidéos de. Et comme tu m'as vu, parce que tu étais venu avec moi à Thomas Cook, on avait été à Split, si je me souviens bien. On a fait, c'est vrai, il m'a fait un plaisir de fou. Enfin, je vous expliquerai après, mais on a fait un aller-retour, une rotation sur Dubrovnik. C'est ça. Et donc je sais pas si tu vois, mais donc quand on décolle, on a les mains sur les manettes de gaz, prêts à couper la puissance moteur instantanément s'il y a des choses comme un feu moteur ou ce genre de choses-là, tu vois. Mais après V1, on enlève notre main des manettes, donc ça veut dire qu'à partir de là, on est vraiment, on doit décoller, c'est tout. Même si tu as une panne moteur, même si tu as un moteur en feu, même si tu as une porte de l'avion qui s'ouvre, un pneu qui éclate, je ne sais quoi, tu dois continuer parce qu'en fait devant toi, tu n'as plus assez de piste que pour t'arrêter. Donc c'est vraiment un moment très crucial. Ça t'est déjà arrivé régulièrement de devoir annuler des décollages? Les décollages, c'est très rare, hein, franchement. Ouais, je l'ai fait peut-être 2 fois dans ma carrière. Pourquoi? Ça peut être une panne moteur, ça peut être un problème de pressurisation. En fait, avant V1, tu peux rejeter le décollage pour toute décision, pour toute raison que le commandant estime suffisante que pour arrêter un décollage. Tu vois, donc ça peut être toutes sortes de choses. Mais par exemple, tu peux avoir, et ça peut arriver, tu vois, le contrôle aérien te dit voilà, tu peux décoller sur cette piste, tu mets les gaz, et en une fois tu vois un avion qui traverse. Wow. Ouais, et donc là tu dois couper pas couper les moteurs, mais couper les gaz et freiner et arrêter, tu vois. Parce qu'en plus tu as une inertie, je veux dire c'est une masse quand même, la 380 pour freiner. Ouais, c'est ça. Hein. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, ouais. Tu verras, tu as déjà vu, mais le décollage c'est un moment de concentration extrême. Ouais. Vraiment. Et l'atterrissage pareil. C'est vrai qu'il est interdit de pouvoir parler avant d'arriver à 10 000 pieds? Ouais, normalement, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent le cockpit stérile. Donc ça veut dire que la compagnie va mettre des procédures en place pour éviter que tu aies des interruptions pendant ces phases critiques du vol. Et même le taxi, en fait, hein, c'est une phase critique aussi, le décollage jusqu'à 10 000 pieds et l'atterrissage. Donc ça veut dire par exemple qu'un steward ou une hôtesse ne peut pas rentrer dans le poste pour nous parler de choses futiles. Dire, je sais pas, il y a un passager qui n'est pas content à cause de ceci. Mais même entre vous ne pouvez pas vous raconter la soirée de la veille. Ça aussi, ouais, c'est ça, ouais. 10 000 pieds, c'est 3 000 mètres. 3 000 mètres, ouais, environ. C'est environ 10 minutes après le décollage, quoi, quelque chose. Bon, on va arriver à des anecdotes. Oh là là, des anecdotes. Je te pose des questions à la volée, tu me fais des réponses longues comme tu veux. Ouais. Ton avion préféré à toi, c'est lequel? C'est le 380. Vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Le pire vol que tu aies vécu? Je pense que le pire vol que j'ai vécu, en vrai, c'était le premier. C'est la fois où j'ai dû aller expliquer aux habitants de Rennes qu'ils n'allaient pas pouvoir débarquer. Tu réalises pas qu'il y a des signes quand tu es à Phoenix et que tu fais tes premiers vols, tu as un instructeur qui essaye de faire que tu arrêtes. Ouais, et puis ça. ici, premier. C'est ça, il faut être vraiment. Il faut continuer, quoi, tu vois. Ton meilleur vol? Meilleur vol? Est-ce qu'il y a un vol où tu dis, waouh, celui-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est peut-être, je sais pas moi, la première fois que tu survoles. J'invente, moi, le Groenland, j'en sais rien. Ouais, il y a tout ça. Ouais, c'est vrai que la première fois que j'ai vu les aurores boréales en altitude, c'est magnifique. Ça, c'est au-dessus des latitudes élevées, quoi, au-dessus du Groenland ou des zones polaires, par exemple, c'est vraiment magnifique. Et ça, je m'en rappelle. Mais il y a, en fait, souvent, les vols, tu t'en rappelles pas forcément à cause du vol, mais aussi par rapport à ce que tu as fait à destination, tu vois. Il y a parfois, tu vas louer une voiture et aller faire le parc Yosemite en Californie avec tout l'équipage, c'est super. Tu vas aller faire un road trip aux États-Unis. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui fait que c'est l'ambiance du vol. L'ambiance du vol et la manière dont tu as cliqué avec tes collègues. Avec les gens. Ouais. Tiens, est-ce que tu as déjà rencontré en vol des choses un peu étonnantes? J'ai l'impression qu'il y a depuis 3-4 mois, là, tu sais, on parle beaucoup qu'il y a des apparitions de drones aux États-Unis, notamment au-dessus des aéroports, etc. Où apparemment, les pauvres Américains ne savent pas trop d'où viennent ces drones. Aïe, aïe, ouais. Ça t'est déjà arrivé de voir des trucs où tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est clair. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Attends, sérieusement, tu me dis oui? Oui, non, vraiment, oui. Après, je pars pas sur la théorie que c'est des extraterrestres, hein, mais parfois, c'est vrai que devant toi, loin à l'horizon, tu vois des lumières qui bougent de manière pas très explicable, tu vois. Ça peut pas être des avions parce que ça part un peu dans des... Et alors tu demandes au contrôle aérien, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose dans le secteur nord devant nous à 50 km? Ils disent non, on n'a rien, on n'a pas de... Et nous on voit qu'il y a quelque chose, qui se déplace dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien du tout. C'est marrant que tu parles des ovnis parce que j'ai le sentiment qu'en fait,
dans le temps, mais j'ai le sentiment que c'est toujours un peu le cas. Ouais. Parler d'OVNI, etc., machin, c'est pas. Vaut mieux pas trop en parler. Sur ça, tu passes un peu pour un. Pour un hurluberlu. Hurluberlu. mais c'est marrant parce qu'on dit toujours, et pourtant, les pilotes de ligne ou les pilotes de chasse, etc., on voit une fois de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, tu vois des choses que tu expliques pas. On va dire. exactement. Ouais. Tu vois pas des soucoupes volantes, mais tu vois des choses que tu ne sais pas expliquer et que le contrôle aérien ne sait pas expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est? On n'en saura jamais rien. En aviation, s'il y a bien une condition météo qui est à éviter absolument, c'est les cellules orageuses. Oui, oui. Parce qu'il y a des vents ascendants, descendants en même Ouais, temps, tout à fait, ça ouais. peut retourner ton truc. Ah oui, oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, malgré tout, de voir, parce que tu savais pas faire autrement, rentrer dans une cellule orageuse? Alors, parce que tu sais pas faire autrement, franchement, je vois peu de raisons que ça puisse arriver. Franchement, si tu as une cellule orageuse devant toi, tu vas l'éviter ou faire un 180 degrés et repartir dans l'autre sens. Enfin, peu importe, mais tu vas tout faire pour l'éviter. Tu vas jamais entrer dans une cellule orageuse. Quelque chose qui nous est arrivé une fois, c'est d'être passé au-dessus d'une cellule orageuse, Oui. ce qui en soi n'est pas beaucoup mieux, parce que même au-dessus de la cellule orageuse, tu as des vents ascendants, descendants et des grosses turbulences en fait. Et en fait, on avait un problème de radar météo. Donc dans les avions, on a vraiment un radar qui balaye comme ça la zone devant toi, Oui. et qui va justement mettre en relief des zones de cumulonimbus, on appelle ça, donc des nuages d'orage. Et là, ce radar-là ne fonctionnait pas comme il aurait dû. Et donc on n'a pas vu qu'en dessous de nous, à cet endroit-là, il y avait un radar d'orage. On est passé au-dessus et vraiment il y a eu des turbulences très violentes. Et si j'avais pas été attaché dans mon siège, je me serais sans doute pris le plafond du cockpit. Tiens, ça, tu peux le dire, ça. Un avion, c'est prévu pour ça. Un avion, c'est prévu pour ça. Tu serais super étonné de voir la résistance, les turbulences qu'un avion peut gérer, ou même la dureté des atterrissages parfois qu'un avion peut supporter. C'est incroyable. C'est un appareil super solide, quoi. Justement, il paraît que en réalité, ça fait partie de vos procédures parfois de taper un peu fort. Oui, c'est ça. Peut-être pour arrêter la vitesse, j'imagine ou... Oui, et surtout pour passer à travers l'eau. En fait, quand la piste est détrempée, si tu fais un atterrissage vraiment tout en douceur, c'est possible que tu fasses une sorte d'aquaplaning en fait. Parce que les pneus sont pas vraiment rentrés dans l'eau et n'ont pas vraiment fait contact avec le macadam. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vraiment là, la procédure, c'est plutôt de se dire, bon bah là, je vais pas faire un truc très fin, mais je vais plutôt taper les roues, comme ça on est sûr que ça rentre bien en contact avec le macadam et là tu peux freiner quoi en fait. Donc ouais. Et là les gens n'applaudissent pas évidemment. Mais de toute façon on n'entend pas les applaudissages. Les applaudissements. Les applaudissages. Donc voilà, arrêtons d'applaudir quand un pilote fait bien son boulot. En fait, il ne l'entend pas. On l'entend pas. C'est les hôtesses qui viennent nous dire, ah bah là, pour ton information, les passagers ont applaudi. Tu as l'information en différé. C'est ça. Quel est le moment de vol, enfin du vol que tu préfères? Le décollage. C'est vrai? Ouais, je pense, ouais. Ouais, j'aime bien le décollage. T'aimes bien le décollage? Ouais. J'étais persuadé, mais alors genre à 3000%, qu'il allait me dire, ouais, moi ce que j'aime bien, c'est un bon atterrissage avec un vent cross, c'est un peu sport. Ouais, mais c'est ça, le décollage, c'est, je sais pas, c'est aussi le fait, je sais pas, d'avoir toute cette puissance de cet avion dans tes mains et de mettre la puissance maximale, mettre la patate, tu vois, et de sentir cette force qui te propulse en avant. Je trouve ça vraiment magique. Et l'atterrissage, ouais, ça a un côté un peu plus aussi challenge. C'est sans doute, l'atterrissage est plus difficile à négocier parfois que les décollages, tu vois, même en situation de vent, etc. Donc j'aime mieux les sensations du décollage, mais les atterrissages j'aime bien aussi de toute façon. Et c'est vrai qu'en tant que pilote, on s'amuse aussi quand la météo est pas super bonne. Ouais. Nous, ça nous amuse et ça nous apporte un challenge en plus. Et c'est vrai que c'est chouette, quoi, tu vois. Tiens, c'est quoi le plus cool dans ton métier finalement? Le plus cool dans mon métier, il y a tellement de choses. Franchement, c'est un métier génial. Moi, je dirais vraiment le fait de partir à l'étranger, de faire une mission, d'emmener avec toi 500 personnes, 20 membres d'équipage ou plus, et d'aller 2 jours, d'atterrir à Miami, d'aller faire un road trip, et de passer vraiment 2 jours un peu déconnecté de ta vie de tous les jours quelque part, et puis revenir avec des souvenirs plein la tête. C'est ce côté-là qui est génial, et j'aime bien faire profiter des amis ou de la famille, évidemment. Mon frère est venu avec moi, là récemment ma cousine. C'est vraiment génial, en fait. Ça, c'est une chance. Et aussi l'absence de routine. Oui, ça, je trouve ça génial. Parce que c'est vrai que, tu sais, tu parlais des collègues parfois avec qui on s'entend pas. Tu vois, des personnes qui ont des collègues peut-être, enfin, qui vont tous les jours au même bureau et qui travaillent avec les mêmes collègues, c'est un collègue avec qui tu t'entends pas, c'est pour tous les jours. Oui, moi, pas le choix. Ça sera une fois et je le reverrai plus, quoi, tu vois. Donc il y a cet aspect-là aussi, quoi. Tiens, est-ce que dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu t'es une fois vraiment fait peur? Non. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais tu peux le dire ou en fait tu peux pas le dire ça? Non, je le dirai. Enfin, je le dirais, ouais, mais non. Vraiment, enfin, tu vois, on est tellement entraîné,
on a tellement de procédures. En fait, quand il arrive quelque chose dans l'avion, je sais pas, il y a peut-être ton cerveau reptilien qui prend le dessus, je sais pas trop comment dire, mais encore une fois, tu t'effaces tout l'aspect émotionnel et stress, etc. C'est comme si tu arrivais à l'effacer de ta tête. Tu te concentres sur l'action et sur le fait de faire en sorte d'arriver à bon port et que tout se passe bien et de résoudre la panne ou de résoudre la situation, tu vois. Mais c'est vrai que tu penses pas vraiment... non, t'as pas une situation d'angoisse où t'es pas en panique, heureusement, parce que bon, si les deux devant sont en panique, il n'y a plus personne aux commandes finalement, tu vois ce que je veux dire. Donc non, ça j'espère, je touche du bois, il n'y a pas de bois ici, mais que ça n'arrivera jamais. Tiens, raconte-moi un peu cette histoire qui t'arrive, c'est quoi, tu fais une arrivée sur Paris, là sur Orly, et tu as le train qui sort pas. Oui, ça peut arriver. Donc les roues en fait, le train d'atterrissage. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Par la gravité, t'as une manivelle Exactement. Donc c'est vrai que c'était une situation quand même peut-être un petit peu tendue, on va dire, dans le sens où juste avant l'atterrissage, le train d'atterrissage ne descend pas, donc on doit faire une remise de gaz, parce qu'il reste plus qu'une minute avant l'atterrissage, donc on n'a pas le temps de solutionner la panne en si peu de temps. On fait une remise de gaz. Il y avait aussi de la météo autour de Paris qui n'était pas bonne, donc on devait naviguer autour de cellules orageuses, et puis tu vois, on réessaye, surtout on solutionne le problème, donc tu as, comme tu dis, la gravité. Donc tu as une manivelle, et alors c'est ridicule, hein, mais non, ici il n'y a pas de manivelle, mais sur le 320 c'est une manivelle, et en fait ça déverrouille les portes des trains d'atterrissage, et le train descend avec la gravité et se met en place en fait. C'est simple. Par contre, le problème c'est qu'une fois qu'il est sorti, tu peux plus le rentrer. Donc si tu refais encore une remise de gaz, tu vas consommer beaucoup plus de carburant, parce que tu as toute la traînée qui est générée par ton train qui est descendu, enfin tu vois, ça peut devenir assez vite tendu, mais c'était assez drôle. Drôle, si on peut le dire. Renaud. Oui. Alors t'as beau être quelqu'un de très organisé, très studieux, très performant dans ton métier. Néanmoins, il t'arrive parfois comment on peut qualifier ça, des petites bricoles. Des petits dérapages, hein Donc, qu'est-ce que tu as fait un jour à ton épouse? En fait, ce qui m'est arrivé, donc il faut savoir déjà, je ne sais pas si tu sais, mais quand on a notre horaire de vol, ça nous dit pas, voilà, tu vas aller de Londres à Paris Charles de Gaulle. Enfin, tu vois, tout est fait en code 3 lettres. Donc, par exemple, Charles de Gaulle, c'est CDG, Londres, c'est LHR, Miami, c'est MIA. Enfin, tu vois. Donc, notre horaire de vol, quand tu le reçois, tu vois que des codes 3 lettres. C'est important pour l'histoire. Alors, en fait, donc moi, je reçois mon horaire de vol et je vois que j'ai un 2 nuits à Lisbonne. Et je me dis, c'est vraiment trop bien. Et je propose à ma compagne de me rejoindre. Donc en fait, Fanny, ma compagne, prend un vol Brussels Airlines de Bruxelles à Lisbonne. Elle arrive à Lisbonne, elle se présente à l'hôtel, qui est en plus un des meilleurs hôtels du réseau, vraiment l'hôtel magnifique. L'hôtel d'ailleurs que j'avais appelé la veille pour leur dire ma compagne va arriver avant moi, donc est-ce que vous pouvez lui donner ma chambre? Ils avaient dit oui, pas de souci. Et ils avaient même fait une petite note en disant on va leur donner une belle chambre comme ils veulent se faire un petit week-end romantique à Lisbonne dans le cadre du travail. Oh, c'est cool. Très sympa. Alors voilà, donc ma copine arrive à Lisbonne. Elle arrive dans la chambre magnifique. Je crois qu'elle avait 3 salles de bain, une salle de réunion et tout. Elle m'envoie par WhatsApp les photos. Moi, j'étais là, j'ai trop hâte d'être là, ça va être trop chouette. Alors, moi, à ce moment-là, j'arrive à Londres, à la Crew Room, donc l'endroit où on se rassemble pour préparer les vols. Et on faisait ce jour-là Londres, Luxembourg, Londres, Lisbonne. Donc, je prépare, j'imprime le plan de vol, etc. Je rencontre le commandant, on discute du carburant et de tout ce qu'on doit préparer pour le premier secteur qui était le Luxembourg aller-retour. Et nous voilà dans le bus pour aller jusqu'à l'avion. Alors imagine la scène. Donc toi t'es le commandant, moi je suis là. Et là t'as tout l'équipage, donc t'as les hôtesses et les stewards. Et là, donc Fanny, ma compagne, est à Lisbonne dans ma chambre en train de m'attendre. Et là, le commandant me dit tiens Renaud, qu'est-ce que ça te dirait qu'on fasse demain à Lyon? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des restaurants que tu connais ou quelque chose? Puis tu sais, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois, je vais pas à Lyon, moi. Je lui dis, pourquoi tu me parles de Lyon? On va quand même à Lisbonne. Puis il me dit, non, pas du tout, on va à Lyon. Moi je me dis, non. Et là, je prends les plans de vol que j'avais imprimés, j'ouvre le plan de vol et le 3e secteur que j'avais pas encore préparé évidemment, parce que c'est dans quelques heures. C'était Lyon. Donc après Lisbonne, t'as fait Lyon. Ouais, mais surtout, Fanny, elle était dans la chambre du copilote qu'elle est vraiment arrivée et ça allait pas être moi. donc, tu vois le truc. Donc j'ai dû appeler Fanny en lui disant, il y a vraiment... Barre-toi. Ouais, il y a un copilote qui va rentrer dans la chambre plus tard ce soir, mais ça va pas être moi parce que moi je vais à Lyon. Ça va avoir une jolie surprise. Oh la vache. Et alors elle me dit en plus... Elle me dit, mais Renaud, t'as vu la chambre? Ça va me coûter combien de payer cette chambre? Et tu sais, je lui ai dit, je sais pas, je peux pas trop me charger de ça parce que je pars en vol, genre on passe dans un tunnel. Démerde-toi. Démerde-toi. Après, ils ont été super sympas. Ils lui ont laissé la chambre avec un tarif super préférentiel qu'on a quand on vole en compagnie. Mais bon, du coup, je me suis retrouvé à Lyon. Tout seul? Avec le commandant qui s'appelait Jésus en plus.
Je sais pas si c'était un signe, c'était très cool. Et Fanny est restée à Lisbonne. Et voilà. Donc mon week-end romantique est complètement parti en fumée, quoi. En fait, t'avais vraiment envie de passer un week-end seul, en fait. Avec Jésus. Avec J'avais envie Jésus. d'apprendre à connaître Jésus, ouais. On arrive déjà presque au terme de cette interview, mais avec toi aussi, j'ai envie de faire plusieurs épisodes, en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire encore. Mais Boeing versus Airbus. Oh là là. Boeing, on entend énormément parler de Boeing dans la presse. Les pauvres, ils ont beaucoup de problèmes, avec notamment leur fameux 777 MAX, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Sur lesquels ils ont eu des soucis. Ça se vend moins bien. En plus de ça, même sur le plan spatial, ils emmènent des gens jusqu'à l'ISS et ils doivent redescendre avec, grâce à Elon Musk, avec SpaceX. Ouais, c'est pas une bonne année. Hein. Ouais. Ils ont connu des années plus glorieuses. Ouais. Mais par contre, là, cette fois-ci, je m'intéresse vraiment à la notion du pilotage. En fait, prenons les classiques, le 737 par rapport à un A320. Oui. Donc Airbus versus Boeing. Qu'est-ce que tu préfères et pourquoi? Moi, en vrai, je préfère Airbus. Parce que, et j'ai piloté les deux, hein, donc j'ai piloté le 717 qui se rapproche un petit peu du 737 ouais. quelque part, mais c'est surtout par rapport au confort de vol en fait, c'est ça vraiment la raison, okay. Si tu veux, qui fait que je préfère Airbus par rapport à Boeing, parce que Airbus, tu as un stick, je sais pas si on le voit là, mais tu as un stick sur le côté, donc tu pilotes avec un... On ne le voit pas, mais, on ne le voit pas, mais voilà. Enfin, vous savez quoi, je vais, la magie, je le monte maintenant. Ah, voilà. Parfait. Donc tu vois, tu as ce stick, ouais. Et donc c'est ça que tu utilises pour faire virer l'avion et ouais. pour contrôler l'avion. Et c'est pas devant toi une colonne qui prend de la place et que tu as entre les jambes tout le temps. Et puis d'ailleurs, si tu fais un vol long, tu dois manger sur tes genoux. Dans l'Airbus, il y a quelque chose de magique que tu montreras peut-être, c'est la petite table. Ah ouais, c'est la tablette. ouais. Ouais, c'est super confort. Bah, c'est super confortable. Et tu vois, les cockpits d'Airbus sont typiquement plus grands aussi que les cockpits ouais. de Boeing. Et par rapport au confort de vol, je préfère Airbus. Je préfère travailler dans un bureau Airbus que dans un bureau Boeing, tu vois. Par contre, un avion, c'est un avion, et pour moi, tous les avions sont super chouettes à voler. Et c'est chouette de connaître les différences, de voir un peu comment ça se pilote et tout ça. Quoi. Alors, dis-moi un peu ton avis par rapport à un truc, c'est que en termes de commande de vol, il y a ouais. ce mot que vous avez peut-être déjà entendu, le fly-by-wire. Donc, ouais. ça veut dire en fait que quelque part, ce sont des commandes numériques. En fait, hein, c'est ça, quand toi tu bouges ton stick, c'est électrique. Ça envoie en fait une impulsion. C'est ça, des signaux électriques. Ouais. Des signaux électriques. Ouais, c'est ça. Qu'avant, notamment chez Boeing, dans le temps, c'était véritablement des câbles. C'est ça, ah oui. Ouais. Mais maintenant, ils sont passés aussi à du fly-by-wire. C'est ça, hein. ouais. Est-ce que ça te fait pas peur, ça? Non. Par rapport à la fiabilité, tu vois, le fait que t'as pas un câble en vrai, quoi. Ouais, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, il y a tellement de... Tous les systèmes d'avion ont tellement de redondance. Ouais. Tu vois que si un système tombe en panne, il y a un autre système en backup qui prend le relais, et que même si celui-là tombe en panne, il y a encore un backup du backup, tu vois. Ouais. Donc vraiment, la probabilité que les trois foirent en même temps, elle est zéro, enfin, tu vois. Ouais. Donc en fait, non, ça permet à l'inverse d'avoir un pilotage super précis, le fly-by-wire, et ça permet aussi de réduire énormément le poids des avions, parce que tu peux enlever des kilomètres. Câbles, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment des gros poids en câble. Et donc là, tu n'as plus que des impulsions électriques qui passent de ton side stick vers les commandes de vol. Et donc, non, c'est vraiment une technologie incroyable. Et c'est Airbus qui l'a inventé. Qui l'a inventé, ouais. C'est européen. Ouais. On arrive cette fois-ci vraiment à la fin de cette interview. Il y a un sujet qui est à la une de l'actualité depuis des années maintenant, ouais. C'est l'écologie. Oui. Je me demandais, toi qui pilotes depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, ouais. Est-ce que depuis ton bureau en l'air, ouais. Est-ce que tu vois des changements? Des changements, tu veux dire climatiques? Oui. Je sais pas si j'ai vraiment le recul avec 10 années pour le voir. C'est trop peu, 10 ans pour voir le... Je dirais que c'est trop peu. Okay. Je sais bien qu'on dit que les cellules orageuses deviennent de plus en plus puissantes, que les ouragans deviennent de catégorie toujours plus supérieure. Mais personnellement, j'ai pas vraiment le recul pour m'en rendre compte. J'ai pas vu une différence entre le début de ma carrière et maintenant. Quoi, tu sais, en venant te rejoindre ici, je me posais une question dans la voiture. Je me disais, tiens, mais ce fameux truc d'atterrissage en vent cross. Donc l'idée, c'est quoi l'atterrissage en vent cross? C'est que vous avez une piste qui est devant vous, et il y a un vent, c'est ça qui arrive, tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Il y a un vent, on va dire, imaginons, qui est perpendiculaire. C'est ça. Et en fait, l'avion met son nez en direction du vent, et donc il arrive en fait comme s'il glissait. T'atterris en crabe. En crabe. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as amené à faire plus souvent qu'avant ou pas? Est-ce que tu vois un changement par rapport à ça? Est-ce que tu vois plus de vent? Pas vraiment, non. C'est vrai que y a des périodes de l'année, par exemple là maintenant typiquement c'est une période de l'année où il y a beaucoup de tempêtes qui passent au-dessus de l'Atlantique et qui viennent en Angleterre. Donc pour être pilote à Londres, le vent ça me connaît un petit peu, tu vois. Il vaut mieux pouvoir le. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on est très entraîné pour faire et donc il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ça. Il n'y a pas de difficulté. Toute dernière question. Je voulais te parler de l'espace. Est-ce que c'est un domaine qui te passionne aussi, ça? Alors, pas du tout. Le spatial, pas Bizarrement, du tout? non, vraiment pas. Le fait d'être si haut, tu te dis pas une fois de temps en temps, j'ai envie d'aller encore plus haut? Bah non, c'est vrai que c'est pas un truc. Non, c'est pas ça qui m'intéresse, non, vraiment pas. Alors après, c'est merveilleux, hein, des personnes comme Thomas Pesquet, etc. Enfin, c'est incroyable, clairement. Et ça m'intéresse dans le sens pour la culture générale, mais c'est pas quelque chose que moi j'envisage de faire. De toute façon, ça me paraît aussi tellement impossible à atteindre, quoi qu'il en soit, tu vois, que c'est pas le sujet. Mais ouais, non, c'est pas. Non. Je dirais pas par là. Ah bah Renaud, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Comme je te disais, j'en ai encore 1000. Eh bah écoute, mais on fera peut-être une deuxième partie. Voilà. C'est pas impossible. D'ailleurs, sait-on jamais si vous aussi vous avez des questions. Ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait faire. Vous voyez, moi, ça fait pas très longtemps en fait que je fais ces rendez-vous, la pause café, vous le savez. Donc on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Si vous avez des questions que vous auriez aimé qu'on pose en fait à Renaud, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire par exemple. Je te les transmettrai. Ouais, carrément. Okay, comme ça, et puis à la limite, on reviendra filmer vite fait la réponse aux questions. Ouais, carrément. Ça va. Écoute, je te souhaite alors vraiment tout le meilleur pour l'année qui va arriver là d'ici quelques jours. Un grand cru, j'espère. Écoute, manifestement, dans tous les cas, c'est bingo pour toi. Ouais. C'est une petite fille, un petit garçon? Un petit garçon. Un petit garçon? On connaît déjà le prénom ou pas? Ah, moi je le connais, ouais. Toi, tu le connais? On peut pas le savoir ou pas? Ah bah non. On peut pas le savoir. Même mes parents le savent pas, alors imagine leur tête. Bon, tu vois ce que je veux dire? Faudra revenir alors. Ouais. Bon écoute, je te souhaite en tout cas plein de beaux vols. Merci beaucoup. Et je te remercie de nous avoir accueillis ici. Avec grand plaisir, c'est un plaisir de te recevoir et puis voilà, de te montrer un petit peu le cockpit et l'aviation que tu connais déjà bien. Bon, on vole maintenant? Ouais, allez, on va où? Tu veux aller où en fait? Moi, je sais pas, moi. Punta Cana, ça va? Punta Cana, c'est pas mal ça. Punta Cana. On va faire un petit Punta Cana. Tu veux être commandant?